Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Hélène Milsan et ça fait une quinzaine d'années que j'interviens dans les collèges et lycées, que je travaille dans l'éducation. Je viens d'une famille d'enseignants. En fait, toute ma famille travaillait à l'éducation nationale et je me suis dit, bah non, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de travailler à l'éducation nationale. Et pourtant, j'ai quand même passé le concours après avoir fait une formation de philo avec les enfants. Et ils m'ont pas pris parce que la philo, ça fait réfléchir. Donc ça n'a pas plu. Et je me suis dit, suite à ça, bah tiens, je vais me lancer à mon compte et je vais intervenir dans les établissements scolaires à la demande pour essayer d'intervenir ponctuellement 1 heure, 2 heures avec des petits, des moyens, des grands. Donc j'ai commencé dans les écoles privées, Montessori et autres, et puis au fur et à mesure dans les collèges et dans les lycées. Je fais ça depuis 15 ans, donc en fait ce que je me suis rendu compte aussi, parce que là je finissais l'écriture d'un livre qui raconte ces 15 années d'expérience et je me suis replongée dans mes débuts. Ma maman disait ça en terminant son expérience d'école, je ne fais plus le même métier qu'avant. Les jeunes ne sont plus les mêmes qu'avant. Et quand j'ai commencé, c'était déjà pas le même monde, pas la même société qu'avant. Et c'est assez intéressant de voir que je parle du même sujet, mais pas de la même manière, parce que les questions ne sont pas les mêmes et les jeunes ne sont pas les mêmes. Et du coup, moi, régulièrement, on m'appelle, je vais dans les établissements scolaires et je peux parler confiance en soi, émotions, relations affectives et sexuelles, avec des 10 ans, comme avec des 14 ou des 18. Et récemment, j'ai aussi formé les enseignants et les acteurs, les professionnels de l'éducation, on va dire. Mais de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il faut sortir de l'institution scolaire. Il va falloir commencer à créer des ponts entre les différentes institutions. La famille, l'école, l'hôpital, les parents. Vous voyez, il vraiment ouvrir parce que l'école, c'est un tout petit groupuscule et on ne sais plus ce qui s'y passe. Et pareil, on ne sait plus ce qui se passe dans les familles et en fait, plus personne n'arrive à communiquer. Donc moi, mon rôle, ça a été j'ai été envoyée dans toute la France. Au début, j'étais dans une association, donc j'avais dit, s'il vous plaît, j'ai peur de conduire. M'envoyez pas sur les routes de France. J'ai remplacé finalement une collègue qui finalement a démissionné et j'ai été responsable de toutes les régions, comme quoi quand on n'a pas envie et qu'il faut y aller, il faut y aller. Et donc j'ai fait vraiment toutes les académies de France pour rencontrer les établissements scolaires, présenter des parcours sur l'orientation, leur présenter les bourses. Et c'est comme ça que j'ai découvert les réalités aussi géographiques et académiques de notre pays, qui sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans l'académie d'Orléans-Tours, on a des déserts éducatifs. Le proviseur, il m'a dit « Bonjour madame, je suis infirmier, conseiller d'orientation, psychologue scolaire et proviseur. » Et nous, nos jeunes, ils ont mention très bien, mais ils finissent par être agriculteurs parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc la réalité n'était pas du tout la même qu'à l'Académie de Montpellier, où j'avais régulièrement des jeunes qui avaient à Nîmes ou à Montpellier, à l'université ou dans des établissements scolaires. Et déjà, réaliser que quand on parle d'école, quand on parle de famille, on a l'impression de tous parler de la même chose. Pas du tout. En fait, derrière, si on commence à dérouler le fil, en fait, les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et encore plus aujourd'hui, je trouve, maintenant que j'ai l'impression que ça explose, ça implose dans les familles et ça éclate aussi dans les institutions. Et donc, suite à ça, je me suis vraiment spécialisée sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un mot pas du tout sexy pour dire ce que tout le monde connaît. C'est-à-dire des compétences de vie. Imaginez, votre vie, j'imagine qu'elle est comme ça, comme un long fleuve tranquille. Toujours pareil. Non, notre vie, c'est des montagnes russes. Ok? Et en fait, demain, je vais rencontrer le lion, des tornades, des ouragans. Et les jeunes, c'est pareil. En fait, on a tous un sac à dos. Et les compétences psychosociales, les compétences de vie, c'est ce que j'ai dans mon sac à dos. Ce qu'on m'a donné à la naissance, ce qu'on m'a donné au cours de mon enfance, et ce que je vais acquérir. Et vous voyez, on n'est pas tous équipés pareil. Mais je vous donne un exemple. Pendant le Covid, on a tous perdu en compétences psychosociales. Comme des muscles. J'échangeais plus avec mon voisin. Du coup, forcément, j'étais plus dans le social, j'étais plus moins dans les émotions ou trop renfermée sur moi. Vous voyez, donc tout ça, ça se travaille au quotidien. Ce n'est plus seulement l'élève, le scolaire, mais la place à l'être humain plein et entier, c'est-à-dire les émotions, la connaissance de soi, l'empathie, les qualités, la confiance et tout plein de choses qu'on met derrière. Seulement en France, on est loin de certains autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ça fait 50 ans qu'ils y sont. Au Canada aussi. Donc on essaye, nous, maintenant, c'est dans les programmes scolaires, mais ils envoient des intervenants comme moi pour en parler parce que les enseignants, ils ne savent plus, en fait, où caser ça dans leur emploi du temps. Vous voyez? Et que les écoles ne sont pas forcément adaptées pour parler bien-être. Ici, on est dans une salle qui nous est prêtée par la mairie et moi, je me souviens des enseignants qui nous disaient « Hélène, c'est facile, tu nous parles de bien-être, on doit prendre soin des enfants et c'est super. » Mais qui prend soin de nous? Ce n'est pas l'éducation nationale qui répond à nos besoins.
Nous, on doit prendre soin de petits, de 3 ans, il n'y a pas de chauffage, il fait 16 degrés, on nous dit que c'est 18 minimum, et on emmène nos propres chauffages pour pouvoir prendre soin d'eux. Et donc les compétences psychosociales se travaillent à l'école, mais pas que. Chacun, individuellement, on est responsable de ça, de travailler. C'est comme un muscle, vraiment, nos pompes, quoi. Donc l'idée là de ce soir, c'est un peu vous parler de ce que j'ai découvert ces dernières années, de ce dont je prends conscience, et de ne pas garder ça pour moi, mais vraiment de un peu vous refiler le bébé, et de dire une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour qu'on soit tous acteurs du changement. Il ne s'agit pas du tout d'être désespéré, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient nous désespérer. Il s'agit d'allumer nos lunettes de la joie, et de dire maintenant que je sais ça, comment j'œuvre? Comment je sème? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. De Pierre Rabhi, c'est vraiment... oui, il y a des feux partout qui s'allument dans la planète. Il y a des feux à droite, à gauche, le racisme, les suicides, les inégalités, etc. Je peux choisir de crier haut et fort, et je peux aussi choisir d'aller chercher ma goutte d'eau et d'essayer de la semer. Et une des questions des jeunes, vraiment, je vais vous partager au fur et à mesure, mais une des questions c'est « Mais madame, à quoi ça sert ?» Puisque le monde s'effondre. À quoi ça sert d'œuvrer? Puisque de toute façon, le soleil va exploser et la terre avec. Et moi, une fois, je lui ai dit, il y avait 150 jeunes comme ça. Et je dis, bah, t'as la date? Parce qu'on fait quoi, du coup? On attend. Et là, il se disait, mais vraiment, et je lui dis, de toute façon, on va mourir. Est-ce qu'on attend la mort? C'est un peu ça aujourd'hui. On ne sait plus comment. On est tellement désespérés que parfois, on n'a plus de. Et ensemble, tous les jeunes, on a dit, bon, alors, on va parler de nos rêves. Et c'est en se focalisant sur ce dont on a envie qu'on va pouvoir commencer pas à pas. Il ne s'agit pas de changer en un clin d'œil, mais d'entamer un renouveau. Mais le renouveau, il part du chaos. Et quelqu'un disait, toute démarche créative est précédée du chaos. Le chaos annonce un renouveau, mais il faut le traverser. Il ne faut pas faire l'autruche en mettant la tête dans le sable. Nos jeunes ne vont pas bien. La société dans laquelle on vit n'est pas dans sa meilleure forme. Donc allons la comprendre, allons essayer de savoir un peu ce que vivent nos jeunes pour après mettre en place des outils, mettre en lien des personnes qui vont pouvoir œuvrer. Mais je me rends compte, au contact des jeunes, la plupart du temps, ils me disent « personne ne nous entend ». Personne ne nous comprend. Et vous nous dites de faire ci, de faire ça, mais en fait, il n'y a pas de place pour la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir que de plus en plus, les générations ont du mal à discuter les ponts entre les générations, ce qui était possible. Moi, je pouvais parler à ma grand-mère et commencer à discuter, et même si ça me paraissait loin, moi, ils me demandent, mais madame, vous aviez une calèche? Il y avait la calèche et les chevaux, vous aviez une brosse à dents. Ils n'arrivent pas du tout, la notion du temps, vous voyez, les voitures pouvaient ne pas exister à mon époque. Pour eux, il n'y a pas de... Entre j'ai pas internet et j'ai pas de voiture, pour eux, c'est la même chose, quoi. Vous voyez, donc il faut... Et je me rends compte que parfois, c'est juste discuter. Ouvrir des espaces d'échange où, en fait, on va se rencontrer et on va partager. Une fois, je me souviens, c'était post-Covid et il y avait un proviseur qui m'a dit « Je ne sais pas de quoi vous allez parler. Peu importe. Ils sont tellement découragés. Redonnez-leur envie. » Parce qu'en fait, ils ont... Et ça fait partie des... Je travaille sur les mots MAUX d'ado, et je parle du coup de les verbaliser, de mettre des mots MOTS dessus. Et un des mots aujourd'hui, c'est vraiment la détresse existentielle. Nos jeunes nous disent, « Madame, à quoi bon? On n'a plus envie. » On a les stats. Je peux vous les donner, 56% des jeunes de moins de 25 ans sont en détresse psychologique. 94% des Français vont nous dire, « La santé mentale, c'est important. » 94% des jeunes ne vont rien dire, vont banaliser leur mal-être. Donc en fait, on a des chiffres qui nous disent que tout va mal. Et on a des jeunes, on sait qu'ils ne vont pas dire que ça ne va pas, mais on n'a rien, on n'a pas les outils pour le faire. Enfin, on les a, mais on ne les a pas mis en place pour le moment. Donc il ne s'agit pas seulement de donner des données, des chiffres inquiétants, il s'agit de les prendre en compte pour dire à partir de là, comment on fait. Mais je pense que si on ne pose pas un constat, en fait, on ne va pas avancer et faire différemment. Et donc vraiment prendre la mesure, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est d'avoir 14 ans. Chacun arrive à se rappeler comment il était à 14 ans. Parfois on fait cet exercice, imaginez vous rencontrer à 14 ans, vous diriez quoi? Est-ce que vous vous imaginiez comme ça? Et c'était quoi vous être à 14 ans? Et bien peu importe, on a tous eu 14 ans, impossible de savoir ce que c'est de les avoir aujourd'hui. Impossible. Et moi je ne pourrais pas non plus savoir ce que c'est de les avoir à votre époque. Chaque époque apporte ses aléas et son lot de défis. Pas forcément que de souffrance, mais de défis. Et du coup, aujourd'hui, se mettre à l'écoute des jeunes, pas en disant « mais pauvre, c'est dur ». Non, non. Si on les victimise, on leur enlève leur pouvoir. C'est juste de comprendre ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, être un ado, à l'époque d'Internet, des réseaux et de la mondialisation, c'est-à-dire que les conflits arrivent sur le canapé
on n'est plus du tout protégés, mais on n'est plus du tout en lien les uns avec les autres, c'est complètement différent. Alors ils ont des ressources, mais si on ne discute pas avec eux, on ne pourra pas comprendre ce que c'est. J'ai été jurée dans un concours d'éloquence avec les MFR, donc c'est des maisons familiales rurales qui s'occupent de jeunes soit en décrochage scolaire, qui sont vraiment spécialisés dans le pro. Et en fait, du coup, c'est des internats. Ils prennent le téléphone et ils vivent tous ensemble. Du coup, ils ont vraiment 1 heure de téléphone par jour. Et il y avait un thème, c'était « Demain, ma vie sans smartphone ». Et une de celles à qui on a donné un coup de cœur, c'était vraiment... En fait, elle nous disait « Aidez-moi, je rêve d'avoir votre vie. Je rêve d'avoir votre vie sans téléphone, avec un GPS, une carte, ça me paraît génial. » Donc ils ont une lucidité sur ce qu'ils vivent. Par contre, tout est fait pour les attirer dedans. Et même nous, il y a un autre jeune qui était là sur le même thème, il disait « Mais je suis sûr que vous avez regardé votre téléphone il y a au moins 5 minutes. Et je suis sûr qu'en sortant, vous allez l'allumer. » Sauf que nous, on a passé l'âge où notre cerveau il est un peu plus mature. On dit qu'à partir de 25 ans, on est capable aussi d'avoir des émotions beaucoup plus stables, etc. Eux, c'est un âge où ils se construisent et on va créer des addictions dans lesquelles ils vont avoir du mal à sortir. Et si nous, on ne les aide pas, si on ne prend pas conscience de ça, mais en fait, ils n'en sortiront pas tout seuls. Donc c'est vraiment collectif. Et j'avais vraiment une fois, donc j'interviens dans les établissements scolaires, une fois il y avait une gendarme qui intervenait aussi sur le cas des harcèlements, et elle me disait, une fois qu'une photo est postée, que le mal est fait, nous on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le web, le cloud là, c'est tellement immense que même nous on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est vraiment une sensibilisation en amont. Et j'ai vraiment des jeunes filles, quand moi j'interviens et j'essaie de les sensibiliser, le corps, envoyer des photos de soi, etc. Parfois elles me disent, mais madame, moi il me dit, si je l'aime, je lui envoie ma photo. Donc si je lui envoie pas, il va dire que je l'aime pas. Et des jeunes filles qui sont parfois dans des très bonnes familles, mais peut-être où on ne discute pas et peut-être qu'on a peur aussi d'en parler. Et en fait, il faut ouvrir ces espaces sans jugement, s'il vous plaît. C'est vraiment, je me rends compte qu'ils ont peur d'être jugés. Donc c'est vraiment, on ouvre et on essaye de se comprendre. Quand je dis créer des ponts, là, vraiment ce qui va nous attendre dans les prochains temps, c'est comprendre comment chacun œuvre et vit dans son petit monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, quelqu'un qui a 80 ans et quelqu'un qui a 14, il faut mettre du lien et du sens pour qu'ils puissent se rencontrer s'ils ne sont pas de la même famille. Parfois, c'est des mondes complètement différents. Mais encore une fois, il s'agit vraiment de se rencontrer. Et je me rends compte que des temps comme ça, comme on a, où on va pouvoir poser des questions, où on va pouvoir se voir, des temps comme j'ai dans les classes, où j'en rencontre, qu'ils soient 150, 10, 2, et ben en fait, on échange et en fait, on se dit juste, je m'adresse à un être humain. Et puis à une machine. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'intelligence artificielle, et ça, c'est un des deuxièmes mots, ils ont une peur de l'échec. On appelle ça l'attichiphobie. Pourquoi essayer de faire quelque chose alors que vous savez qu'il y a une machine qui va faire 4 fois mieux en 2 secondes? Vous imaginez grandir comme ça? Savoir que vous pouvez faire une disserte, vous allez sûrement avoir plein de fautes d'orthographe, mais savoir que si vous cliquez sur le bouton, quelqu'un va le faire à votre place. À quoi bon? Et je comprends. C'est quand même, ça questionne. Alors moi, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai utilisée pour plein de choses. Il y a des gens qui l'utilisent, des mères de famille qui me disent « je ne sais pas quoi faire ». Ça me calcule mon planning de nourriture sur le mois quand je lui donne tout ce que j'ai envie de faire, de travailler selon les saisons. Mais à l'inverse, il faut les outiller pour faire avec ce monde et leur donner envie. Et c'est vraiment un de mes points. Oui, c'est compliqué. Donc là, je vous ai parlé des ados, mais les enfants, tout ce qui est lié, par exemple, à l'hypersexualisation. On a des enfants de 10 ans qui envoient des photos de leur corps. Aujourd'hui, on a des enfants de 11 ans qui disent à partir de quand il faut faire sa première fois. Il n'y a plus vraiment... Alors, il y a l'adolescence, il y a ce qui se passe physiologiquement dans le corps, mais il y a aussi, comme tout est ouvert et accessible, on a beaucoup plus de mal à limiter et à réguler un peu tout ça. Donc nous, c'est comment? Il y a Michel Serres qui disait « Le maître et la fonction du maître a toujours existé. Seulement, il va falloir la réinventer. On n'a plus besoin de quelqu'un qui donne de l'info. Je tape sur Google, j'ai l'info. Et je l'aurai sûrement mieux que ce que vous allez me donner, parce qu'il y aura plus de détails. J'ai besoin d'avoir des gens qui me transmettent autre chose. La joie, l'inspiration, les échecs qu'elle a pu vivre et dont je vais m'inspirer. Donc on n'a plus tant besoin d'informations, puisqu'on en a trop. On a besoin de gens qui nous aident, comme nous tenir la main à travers ce chemin rempli de trop de messages, justement. Et donc nous tous, on est porteurs de ça, on est responsables de la posture qu'on va avoir. Quelle posture je vais incarner? Et donc la posture inspirante, si on s'inspire un peu de cette légende du colibri, c'est comment moi j'arrive à mettre mes lunettes de la joie pour justement, parce qu'une fois je parlais à un enseignant, il me disait mais je comprends pas, ma fille elle dit que tout va mal, elle n'a pas envie d'aller à l'école, et je lui dis mais toi comment tu le vis? Elle dit moi je sais que c'est compliqué, moi je sais que j'ai du mal à avoir un discours positif, dites-vous bien ils sont des éponges et qu'on est des modèles.
C'est vraiment une posture modélisante qu'on a. Si je m'assois devant la télé et je dis « Oh, c'est dur, de toute façon ce monde il va mal, de toute façon ça va pas », même si c'est... Et encore une fois, c'est dur. Je veux dire, on n'est pas tous les jours en train de dire « Je vis dans un monde super ». Mais n'empêche que c'est ça que je vais transmettre. Et ils ont besoin quand même de gens qui leur disent « Oui, j'entends que ça va pas. Et voilà ce qui se passe ». Et moi, je travaille sur un journal des bonnes nouvelles, donc parfois avec les ados et là avec les enfants. Et vraiment mettre les lunettes de la joie, je vous dis, c'est vraiment aller voir l'ophtalmo et retravailler son regard. C'est compliqué. Et même pour vous, si je vous demande 3 bonnes nouvelles de la journée que vous avez entendues dans les infos, ça fait... alors, je suis sûre que je demande mauvaises nouvelles, ça vient plus facilement. Bah, les ados, ils sont venus, parce qu'on faisait ça sur un atelier numérique, ils ont dit, Hélène, j'ai demandé à mon père, ma mère, il n'y a rien. Je fais, c'est pas possible. Non, non, je te jure, il n'y a rien. De toute façon, toi, tu vis dans le monde des bisounours, tu crois que tout va bien. Et c'était intéressant parce que du coup, j'ai cherché, moi, il y a le média positif, ça vous dit quelque chose ? Chaque jour, sur Internet, ils donnent des... Et c'est une jeune fille de 15 ans a inventé une couverture chauffante, par exemple. On a retrouvé un remède pour ça. Et ils ont créé un livre avec 1000 bonnes nouvelles, et je crois qu'ils ont sorti le tome 2. Donc parfois, je l'emmène et je leur dis, bah, regardez, dedans, vous en avez des bonnes nouvelles. Donc, et là, avec les filles, on a travaillé sur, mais Hélène, c'est quoi une bonne nouvelle ? Et donc, on travaillait sur 3 cercles, mes bonnes nouvelles pour moi, les bonnes nouvelles pour les gens que je connais, et les bonnes nouvelles du monde. Je dis, bah, pour toi, ça serait quoi, Mila, par exemple, avoir plus mal, là, elle avait mal, elle était fatiguée. Bah, plus être malade, ouais, c'est vrai. Et elle me dit, mais par exemple, ma voisine qui a retrouvé son chat. Bah, je dis, à ton avis, c'est une bonne nouvelle. C'est juste on le banalise. Donc, on banalise notre souffrance, mais on banalise aussi les petites choses comme ça qui nous font du bien. Et je pense vraiment que nous, d'abord, comment on aiguise notre regard pour aller chercher ce qui va et leur ramener et les inspirer. Oui, en fait, le monde, il n'est pas exactement comme vous voulez, mais le nôtre non plus, d'ailleurs. On ne vivait pas dans un monde parfait. On l'a réinventé au fur et à mesure. Donc vraiment, notre posture, elle va partir de cette culture de la joie, de comment moi, je vais me nourrir de joie et comment je vais leur transmettre tout ça. Mais c'est vraiment pas évident. Et vraiment, cette détresse existentielle, je vous jure, il y a le chiffre de suicide, ça sert on voit bien que ça explose. Mais c'est aussi parce que derrière, et c'est pas toujours ceux qui vivent le plus dur, c'est ceux qui n'ont parfois pas d'espace d'échange. Donc, ils sont en train de créer des cases pour du suicide pour les enfants de moins de 10 ans. Je veux dire, il ne devrait pas y avoir de mort d'enfants à la base. Les maladies devraient être exceptionnelles. Un enfant, c'est en bonne santé. Et donc, ça dit notre monde. Moi, je me dis aujourd'hui, ce qui est positif, c'est que on en parle. Le problème, c'est qu'on a attendu la catastrophe pour en parler. On ne va plus attendre. On va s'en parler, on va œuvrer. Et en général, moi, quand j'interviens, ensemble, ils pleurent. Et ils me disent que ça ne va pas. Mais en général, c'est juste une décharge et ça va mieux après. Parce que les enfants et les ados, ils ont une résilience incroyable. J'avais un instituteur, ancien trader, qui est venu présenter son film. C'était, je crois que j'ai le livre, je vous le montrerai. C'est « Et si on levait les yeux ?» Donc il est en classe dans le 19e à Paris. Et il montre les enfants le temps qu'ils passent sur les réseaux. Et il disait, ce qui est incroyable, c'est à quel point le cerveau est muable chez les enfants. C'est qu'il y a une plasticité incroyable. Je vous prends celui qui a 10 ans et qui passe 10 heures sur son téléphone. On fait cette expérience, je leur demande de chronométrer chez eux, je sensibilise les parents. En un mois, il a retrouvé sa concentration, sa capacité à interagir avec les autres. En fait, si on œuvre, demain, il y a un changement. Et ça, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les jeunes que je vois, ils ont traversé l'enfer. Ils se tiennent debout, ils sont là pour nous donner des conseils presque. Donc moi, j'ai un optimisme et une espérance immense. Par contre, ils font quand même qu'on les aide parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et on est responsable. Moi, je leur dis, je suis désolée de vous dire, mais parce que parfois, ils me disent, mais madame, la pornographie, pourquoi ça existe ? Parce qu'on ne sait pas les protéger. On ne sait pas interdire ces sites-là aux mineurs. On est incapable en tant que société. Donc, une fois que moi, je peux aller militer et je vais me fatiguer. Du coup, je vais essayer de les sensibiliser en disant qu'est-ce qu'une image pornographique, c'est quoi le problème derrière et comment toi, tu peux essayer de t'en extraire parce que finalement, c'est une addiction. Et on a des jeunes qui témoignent à 25 ans en disant mais en fait, je ne peux plus faire l'amour à ma femme parce que je suis obligée d'allumer un ordinateur et de voir un film en même temps parce que je suis complètement addict. Et comprendre que c'est eux qui sont visés. Et je leur donne les chiffres, je crois que les chiffres d'affaires de la pornographie, c'est incroyable, ils s'en sortent très bien. Vous voyez, c'est en fait leur montrer qu'on va se servir d'eux. Vous êtes la manne parfaite pour les gens qui ont envie de se faire un peu d'argent. Vous avez envie de vous faire utiliser ? Et donc après, à partir de là, on construit ensemble et on essaye d'échanger. Et ils leur font pas grand-chose. Hein. Ils ont déjà les idées, ils ont déjà l'élan. Mais c'est comment nous, ensemble, on les sensibilise un peu, on leur dit attention. Attention, on ne peut pas vous protéger. Même le gendarme, la police ou ce que vous allez faire, une fois que c'est en ligne, une fois que c'est retranscrit, alors parfois on a beau faire attention, ça l'est quand même, mais on a du mal après.
Donc autant anticiper avant. Moi, je viens de Vendée, et en Vendée, il y a une prostitution de mineurs consentie qui explose, une des plus grandes de France. Consentie. C'est-à-dire que les jeunes filles, la plupart des jeunes filles ne voient pas le problème que de se prostituer. Alors soit en envoyant des photos, ça reste de la prostitution, hein, je vends une partie de mon corps en photo, soit en allant voir des personnes et on se rend compte que ceux qui consomment de la prostitution, c'est des gens qui arrivent en Clio ou en BM, il n'y a pas de profil. Donc il y a une sensibilisation à tous les niveaux à faire. C'est quoi la problématique? Parce que après, le corps est différent de moi. Et vous voyez, on a perdu en sacralité. On perd les rituels et l'amour, c'est plus sacré. On perd la sacralité du corps, on ne se respecte plus. Et à la fin, on en arrive à plus rien respecter du tout, et les hommes comme les femmes. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà le souci qu'on a. Ne fermons pas les yeux, ne soyons vraiment pas autruches. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Et je vous jure, il ne suffit de pas de grand-chose. On ouvre des espaces, ils discutent, ça va mieux. Et ils sont assez lucides sur ce qui se passe. C'est-à-dire que même eux vont nous donner des conseils. Ils savent déjà ce dont ils ont besoin. Prenez-nous nos téléphones. On n'en a pas besoin au collège, ils le disent déjà. Aidez-nous à faire stop. Ils ont déjà toutes les réponses, mais nous, on est là aussi pour être garants. C'est vrai que beaucoup de parents pensent que leur jeune, ça va aller. Cette gendarme, elle me disait, j'ai convoqué du coup une maman qui arrive au commissariat et elle me dit, mais non, mais mon fils, il n'aurait jamais fait ça. Elle a dû lui ouvrir le téléphone pour montrer les photos de son garçon. Parce qu'en fait, déni total. Et je peux comprendre. Moi, l'idée, c'est pas de stigmatiser du tout. En fait, comment moi ils m'apprennent des mots. Hein. Ils me disent, non mais madame, c'est normal, vous comprenez pas. C'est ça veut dire ça, et ça, c'est dans les jeux vidéo. Et en fait, on vit dans des mondes différents. C'est là où je vous dis construire des ponts. Comment je fais pour les rejoindre? Comment je fais pour, sans les juger, essayer de comprendre comment elles vont me dire, mais madame, moi, j'ai besoin d'argent, je prends une photo de mon pied, il n'y a aucun souci. Et demain, c'est ma petite culotte et je m'en fous. Vous voyez, il y a vraiment un espace d'échange où on va essayer vraiment de tout poser sur la table et commencer à comprendre pourquoi c'est les jeunes filles particulièrement et qui va consommer tout ce qu'elles vont donner. Mais il va falloir quand même qu'on ouvre les yeux et qu'on puisse quand même... Nos gouttes d'eau, parfois c'est ça, c'est pas que du positif, c'est aussi je vais écouter et prendre la mesure de ce qui se joue pour nos jeunes aujourd'hui, parce que nos jeunes, c'est le futur. On est dans l'association Imagine demain. Moi, réinventer l'éducation. Du coup, je me dis, réinventer, ça veut dire aussi me rejoindre les jeunes et par rapport à ce dont ils ont besoin. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait plus que j'offre que par rapport à eux. Parce qu'ils me disent, mais madame, personne nous entend. Personne nous comprend. Et on nous juge. On nous dit qu'on est flemmard, qu'on n'a pas envie. Mais en fait, regardez, il y a tout qui ne va pas. On nous dit que le monde, ça ne va pas. On allume la télé, on nous dit que tout explose. Donc, aider les jeunes, c'est aussi œuvrer ensemble, adultes, pour pouvoir les aider au mieux. Et juste pour finir, du coup, moi finir sur cette thématique-là, moi j'ai créé l'école du Nouveau Monde. Et dans l'école du Nouveau Monde, je me suis dit, on ne m'a pas accepté en tant qu'institut, je crée mon école idéale. Et ça aussi, je vous le demande, je pense que c'est à tous d'imaginer le monde idéal. Travailler par ça. Oui, ça va être idéal, oui, ça va être inventé. Moi, dans mon école, on parle du corps, on parle autant du corps que de la tête, que du cœur, que de l'âme, et on va essayer d'explorer à travers des ateliers philo, et puis on va parler de magie, et puis, vous voyez, il y a plein de choses. Mais il faut qu'on fasse la démarche de... Nous, on rêve de quoi? Pour pouvoir aussi lui donner corps et chair, là, dès maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu maintenant, ça veut dire que, en imaginant, je vais pouvoir aussi commencer le renouveau dès maintenant. Espérer, c'est vous dire, on a une manne là, incroyable. Là, on est en train de lever une armée d'anges qui arrive. Mais il faut les aider. Parce qu'ils ont un peu du mal à marcher, ils boitent. Et que le monde, il bouge, en plus. Donc nous, il faut qu'on leur donne la main et il faut qu'on les aide à se lever pour essayer après de vraiment travailler leurs lunettes de la joie, travailler leur persévérance. On a des jeunes aujourd'hui qui ont peur de l'échec, comme je vous disais, et donc ils ne font plus rien. Et en fait, parfois, ils se font du mal même. Et donc nous, on est là aussi, et je trouve particulièrement en France. Il y a plein de gens qui vont vous dire aux États-Unis, ils disent, qui a échoué là, s'il vous plaît? Ah tiens, viens témoigner. On a besoin de gens qui ont échoué. Et je me rends compte que nous, dire comment on va, vous savez, le ça va. Vous avez déjà dit, non, ça va pas du tout. Ça va, toi? Et le ça va, il est devenu tout gris. Quand on travaille ses émotions, d'habitude, on dit, alors il y a la colère, il y a la tristesse. Dans un ça va, on n'entend rien. Et donc c'est aussi, nous, essayer d'être un peu plus transparents. Un peu plus vulnérable. C'est vrai que parfois ça va pas. Alors parfois les enseignants ils me disent on fait pas notre thérapie avec les jeunes. Hein. Mais une enseignante qui faisait Le Mans-Paris tous les matins, elle arrivait devant les jeunes et elle disait je suis désolée aujourd'hui, je suis fatiguée. Et elle me disait là l'ambiance de la classe changeait. Et ils se disaient entre eux chut, elle t'a dit là, elle était fatiguée, on fera ça après.
Et donc en fait, c'est aussi leur apprendre que on n'est pas des super-héros non plus, et que nous aussi on a eu des échecs et ils ont l'impression que tout va bien maintenant. Mais non, n'allons pas leur mentir. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont assez pudiques et qui ne vont pas raconter, ou alors la société, globalement, on a l'impression que c'est que des success stories. Moi j'entendais Zidane qui disait pour arriver là, j'ai échoué. Alors, petit exemple, j'ai parlé de Zidane il n'y a pas longtemps, à des 7 ans, elles m'ont dit c'est qui? Oh, j'ai pris un petit coup de vieux quand même. Et je me suis dit, prendre des images comme ça de gens des success stories, n'oublions pas que le succès, c'est toute l'expérience et du coup les ratés qui ont eu lieu. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça et vraiment on a un orgueil français, c'est incroyable. Et je me dis, mais il faut qu'on rééduque nos jeunes à l'erreur. L'apprentissage de l'erreur, il y a l'apprentissage par la joie, le ludique. Vraiment, c'est Voltaire qui nous disait ça, l'intelligence est joie. Et à partir du moment où on s'ennuie négativement, parce que l'ennui peut être positif, où je ne vois pas le sens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous travaillez avec un enfant, vous lui faites une chasse au trésor des verbes du premier groupe, ça sera déjà plus marrant que de les apprendre par cœur et de les réciter. Et il y a l'apprentissage par l'erreur. Et j'avais des enseignants qui me disaient, on a des maternelles aujourd'hui, je les mets en situation d'échec, parce qu'elle se fout une pression énorme et qu'elle veut tout rater, donc je lui donne un exercice qu'elle ne pourra pas réussir, pour lui travailler avec elle, c'est pas grave. Ça, regarde tout ce que tu as réussi. Mais on a vraiment une pression qui se met, j'imagine, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à tout ce qui va vite, par rapport au filtre aussi sur la beauté, par rapport à tout ça. Et nous, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Parce qu'en fait, on n'a pas vu le changement là que ça a opéré pour des jeunes, mais ils n'ont pas du tout les mêmes repères que nous. Et c'est vrai que parfois, vraiment, il y a besoin de se dire, attends, qu'est-ce que moi je transmets? C'est vrai que j'ai pu lui dire que c'était facile de trouver un travail, mais aujourd'hui, en fait, on fait 4 CV, c'est jamais bon, et en fait, ils passent à la poubelle, et puis tout le monde fait pareil, et c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes épreuves qu'on va avoir chacun. Donc il y a vraiment à réinterroger aussi nos manières d'apprendre, donc joie, erreur, et puis je pense qu'il va falloir aussi un peu beaucoup d'autodérision. Il va falloir apprendre à rire de ce qui nous arrive. Et ils ont une tendance quand même à se victimiser. C'est nul, madame, c'est dur pour nous. Regardez, tout va mal dans le monde. Et on peut avoir tendance à ça. Il va falloir, nous aussi, qu'on dise, bah ouais, c'est le chaos, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va bien. Et pourtant, là-dedans, regarde, j'ai un cœur qui bat. Et ça, c'est quand même fantastique. J'ai un cœur qui bat et je vis sur une boule en apesanteur dans l'univers. Ah, si ça va pas. Vous voyez, il y a comment je remets c'est quoi une bonne nouvelle et comment j'arrive à voir quand même ce qui va et comment j'adapte aussi mon regard. Mais pour vraiment retisser ça, je pense qu'on est tous garants. Et c'est vraiment, n'oublions pas le poème de Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants. J'avais un papa, une fois, je faisais une conférence sur la confiance en soi et le stress. Il arrive à moi et fait, mais madame, le pire, c'est que c'est nos enfants et on aimerait être la meilleure personne pour les aider. Et en fait, on est la moins bien placée. Parce qu'on est leurs parents, les ados de base, ils vous nous envoyaient balader. Et je lui disais, c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment construire ce village. Et je sais que parfois les gens me disent, ça devient de plus en plus dur, on est un peu éclatés dans les familles, on se voit peu. Mais pourtant, un village, c'est le boulanger, un boulanger en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui va avoir au téléphone. En fait, le village, il est là aussi pour dire, vous n'aurez pas toutes les clés de l'éducation. Et plein d'autres personnes vont pouvoir leur apporter tout ça. C'est une personne qui va intervenir, c'est un prof, c'est un ami. Et vous voyez, vous n'avez pas la bonne parole, ils vont peut-être pas se confier à vous, mais ils vont avoir l'information par une autre personne. Et du coup, ça déstresse aussi un peu. Ça veut dire, j'ai pas tout le pouvoir et on fera ce qu'on peut, quoi. Est-ce que vous avez, vous, des interrogations justement par rapport à cette jeunesse? Ou par rapport à, on dit réinventer l'école pour ses enfants. Alors, ouais. Non, je pensais, il y a différents modèles d'école en fonction des pays aussi. Les pays scandinaves, les pays africains sont différents. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a un modèle un peu mieux que... Moi, dans mon école, je me suis dit, j'ai mon école idéale, et puis je suis sûre que chacun, on vous demande, elle serait différente. Le danger pour moi, c'est juste qu'on a comparé beaucoup les écoles du Nord. Ils n'ont pas une démographie ni une histoire qui est la même que nous, au niveau immigration, au niveau culture, et je crois qu'on se perd un peu dans un idéal qui n'est pas le nôtre. Je pense aujourd'hui, si on a réinventé plein de modèles d'école, c'est qu'on n'est pas encore capable en tant qu'humanité d'en créer une pleinement. Par contre, ce que je pense et que je crois profondément et je le vois, c'est que l'institution éducation nationale est quand même en train de se péter la figure. Pour le meilleur, parce qu'en fait, c'est quand même une institution, donc il y a quelque chose de très masculin qui veut tenir et on a besoin aussi de danser féminin-masculin pour avancer, faire moduler avec tout ça. Et pour l'instant, c'est un carré qui essaie de rentrer dans un rond. Et donc, les enseignants sont broyés, les élèves sont broyés. Alors, bien sûr, il y
Il y a des miracles. Hein. On sait jamais, moi, je ne sais pas comment ça tient. C'est pour vous dire, les miracles, j'en ai vu tous les jours. Mais aujourd'hui, s'il y a d'autres écoles qui naissent, c'est que ça veut dire qu'on a quand même une école, un modèle qui ne fonctionne plus et qu'on essaie de réinventer. Et pour l'instant, on le réinvente par plein de petits bouts. C'est plein de petites gouttes d'eau. À terme, l'idée, ça serait que l'école soit complètement différente. Mais nous n'allons pas nous dire c'est parfait. Là, je discutais avec des gens qui avaient habité au Danemark et en fait, ils revenaient aussi un peu sur les cours d'empathie parce qu'ils disaient on a des enfants rois et c'est aussi un autre écueil. Hein. Moi, je travaille beaucoup sur la posture enseignante. Il y a des enfants à qui on ne dit plus non. Et surtout avec des jeunes, ils ne cherchent que ça, un cadre. Donc, il ne s'agit pas de leur donner des gifles. Il s'agit de dire voilà, quand je demande à un enfant de 2 ans qu'est-ce qu'il veut manger, je le mets en insécurité. Le non sécurise, le non sauve en fait. Et on a beaucoup d'enfants qui sont laissés aussi hyper libres à un âge où, alors même un ado il va venir tester le cadre. Donc moi j'arrive souvent et ils disent « Oh tu vas voir, elle a l'air sévère !» En fait ça va. Je crois que c'est un peu l'idée. Vous fermez le cadre au début, puis vous l'ouvrez si ça va. Mais en fait, les ados, en 2 secondes, ils sont en train de s'insulter et de lancer des chaises parce que entre eux, on sait pas, nous, on ne sait pas exactement ce qui va être sous-jacent. Donc, c'est aussi une certaine fermeté, une autorité bienveillante pour après l'ouvrir, inspirer, échanger, etc. Mais en fait, vraiment, moi, c'était quelqu'un qui disait, mais ils savent plus aussi comment faire avec ces jeunes qui finissent par taper leurs parents parce qu'ils sont en colère et on leur a dit, exprime ta colère. Tu peux l'exprimer et la nommer. Mais en fait, à partir du moment où tu l'exprimes en étant violent envers une autre personne, quelle qu'elle soit, ça ne va pas. J'identifie mes émotions pour justement qu'elles n'explosent pas ou qu'elles n'implosent pas. Mais bon, après, là, c'est un exemple. Il y a sûrement plein de choses qui vont bien. Hein, mais c'est aussi se dire, attention au modèle parfait. Je pense qu'on est en train, mais vraiment au niveau mondial, de réinventer ces modèles-là. Et qu'en fonction des jeunes, et je vous dis, à Paris, à Orléans, en Vendée ou ici, on ne va pas du tout avoir les mêmes modèles d'école. Et je vois bien que privé, public ne dansent pas pareil. En Bretagne, moi, quand j'ai fait des conférences, il y avait inspecteurs académiques du public, du privé, et il y avait un échange qui se faisait vachement plus facilement parce qu'il y a une culture aussi beaucoup du privé ici, en Vendée aussi pareil, mais parce qu'en fait, quand il n'y a pas possibilité de mettre du public, les écoles privées ont ouvert. C'était pas de choix et donc on le faisait. Quand je vais dans le Nord, au niveau social, c'est tellement compliqué que parfois ils disent on n'a pas attendu qu'on vienne nous aider à parler sexualité et autres, puisque la moitié de la classe s'est fait violer. On parle d'enfants maternels qui sont placés par le juge, etc. Donc en fait, on est obligé de parler de ce genre de choses et d'expliquer, de mettre des mots, parce qu'on a des jeunes qui ont vécu des agressions ou alors qui ont vu se faire agresser des personnes. Et donc, il y a bien des soucis à prendre en charge, vous voyez. Et là-bas, c'est là où j'ai vu justement énormément de créativité, énormément d'adaptation, parce que du chaos sort ce dont on a besoin, du trésor et de l'or. Mais c'est comment nous, on arrive à alchimiser ce plomb en or. Et si on reste dans le plomb, si je reste dans le « ça va pas », c'est vraiment une posture, vous voyez. Moi, je leur montre parfois aux jeunes, vous voyez ce que je vois tous les jours? Vous êtes comme ça. Imaginez, moi, j'arrive comme ça, là. Je vais vous voir, il faut « oh non, madame ». Donc je dis « oui, forcément. Si je souris, si je vous encourage, ça vous donne envie de vous lever. » Et nous, c'est pareil. On peut regarder là, les infos et s'en nourrir. On peut aussi dire « bon, une fois que je sais ça, comment je fais ?» Et dans ces écoles, j'ai rencontré les meilleurs enseignants, alors qu'ils ne sont pas soutenus et qui sont épuisés, mais qui mettent en place des trucs. Et donc c'est là où on voit que l'être humain, il est rempli de ressources. Mais pour revenir, l'école idéale, je pense quand même qu'elle doit s'ouvrir sur la nature. Là, on le voit, l'école dehors, on l'a vu. Et heureusement, finalement, le confinement et autres. Moi, quand je travaillais à Paris et qu'on emmenait des jeunes en classe découverte, les instituteurs me disaient, t'as vu, je ne le reconnais pas. On a des jeunes qui souvent vivent parqués dans des petits appartements et ils sont là, ils n'ont jamais vu la mer et ils montent sur un voilier. Et je me dis, c'est beau à voir. Magnifique, quoi. Donc, cultiver, ouvrir, casser les murs et surtout faire rentrer le dehors dans les écoles. Moi, ils me disaient, je leur demande souvent, c'est quoi l'école idéale? Madame, on veut apprendre à faire un budget. On veut aller voir comment il calcule le boulanger. Je veux apprendre à changer une roue. Mais vraiment, hein. Même la cuisine ou la couture, hein. Peu importe, il n'est pas fille-garçon, c'est du concret, on va être équipé pour la vie. Parfois, ils sortent de l'école, CM2, ma mère, elle me disait, à la fin de sa carrière, et donc maintenant c'est collège, ils ne savent pas lire. Vous voyez, il y a des bases, et donc avant on faisait, ma mère elle pouvait faire de la cuisine et apprendre au maternel. Maintenant il y a tellement d'allergies qu'on ne peut plus. Et je comprends les enseignants. En fait ça devient compliqué, parce qu'en fait la responsabilité va aux enseignants. Vous emmenez un radiateur en classe alors qu'il fait 16 degrés, c'est vous la responsabilité s'il se passe quelque chose. Donc en fait tout le monde se renvoie la balle. Et une fois, je suis arrivée dans une école et c'était ça, il y avait un enfant qui avait fait pipi sur lui. Il était dans un entre-deux d'horaire et tout le monde se le renvoyait. Oui, non, mais moi, si je le change et qu'il arrive un truc, c'est moi le coupable. Et moi c'est plus mon horaire.
Donc, du coup, il y avait ce petit-là qui se baladait. Et en fait, on se dit, mais en fait, il va falloir quand même le bon sens, s'il vous plaît. Vous voyez? Mais le bon sens veut dire prendre des risques. Être responsable. Être responsable. Et être responsable. Et redevenir humain. Et redevenir humain. Et avec les enfants, on parle de l'illégitimité des lois et à quel point il y a des lois, c'est légal, j'ai un cadre. Et parfois, il va falloir aussi apprendre à sortir de ce cadre parce que l'enfant, il veut voir un adulte devant lui, il veut voir un adulte responsable. Et puis bienveillant. Derrière, moi, j'ai peur de mettre un radiateur ou des choses comme ça. Quoi. Et je me dis, c'est fou parce que, bon, alors je comprends, hein, elles le font parce qu'elles en ont besoin. Puis je leur dis, mais en fait là, tout le monde va avoir une pneumonie. Ils étaient avec des gants et des. C'est sa peur, la peur d'un adulte avant le bien-être d'un en fait. Ça montre vraiment que l'adulte n'est pas adulte. En fait. Oui, mais en fait, derrière, on a des parents qui mettent des procès maintenant hyper régulièrement. Vraiment, les instituts, c'est les moins bien placés. Hein. Elles sont soutenues par personne. L'éducation nationale leur dit, c'est de votre faute. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que l'enfant, il voit ça. Mais du coup, elles le font. Mais elles nous disent, mais nous, on finit en burn-out. Du coup, il y en a de moins en moins, on le sait. On cherche des enseignants. Il y a vraiment un souci de la part des adultes. Il y a un souci de pont entre les adultes. Il va falloir vraiment qu'on se dise, il faut qu'on soit solidaire pour qui. On peut se concentrer sur, vous savez, quand on a un ennemi commun, et on ne pourrait pas avoir un but commun, sauver les enfants. Et bien si, on se met tous ensemble pour les sauver, vous allez voir qu'on va être d'accord. Hein. Bon, on est tous d'accord pour les faire manger bio. Pourquoi c'est pas là? En fait, on ne sait pas. Il manque des euros, mais on les envoie à l'étranger, on ne sait pas pourquoi. Enfin, vous voyez, en fait, si on se dit il faut les aider, alors sauver, ne voulons pas devenir sauveurs, ils ont en eux les capacités. Mais en fait, quand on se pose la question, que ça soit mon enfant ou pas, en fait, on a envie, il y a des choses vraiment, c'est de l'ordre du bon sens. Hein. Et donc, quand ils me disent l'école idéale, madame, ils ont envie de concret, d'aller voir, vous leur ramenez un apiculteur, ils sont trop contents. Des choses, oui, alors moi, c'était à Paris, mais ils me parlaient vraiment de choses lambda. Hein. Apprendre à faire la cuisine, apprendre à faire un budget, des choses toutes simples. Et des échanges comme ça, madame. Échanger. Juste pas donner son cours. Et pour le coup, j'ai formé beaucoup d'enseignants. C'est un peu caricatural, mais plus on monte dans les niveaux, donc c'est-à-dire plus j'arrive vers le lycée, plus je suis à Paris dans le privé, et en fait j'ai des enseignants qui sont là et qui n'en ont rien à faire aux compétences psychosociales alors que tu as eu des suicides les années précédentes parce que c'est pas leur boulot, c'est pas marqué dans leur fiche de poste. Donc je me dis, c'est quoi votre but? De remplir des cerveaux ou de faire grandir des graines et des êtres humains qui vont être capables de tenir le monde? Mais ça dit aussi d'adultes en souffrance. J'ai eu des enseignantes, on travaillait sur les qualités et elle m'a touchée, cette dame, c'était une directrice. On devait choisir des qualités et après en offrir aux autres. Elle me dit, Hélène, je peux pas faire cet exercice, trop dur. Donc une dame qui était à la retraite, 60, 70 ans, impossible de pouvoir entendre des qualités d'autres personnes. Donc ça nous dit aussi du schéma dans lequel on a été éduqués. Et aujourd'hui, quand je dis aux jeunes filles, qui se trouve belle ici? Madame, on va pas se la péter non plus. Et je leur dis, mais 5% des femmes seulement disent qu'elles sont belles. 5%. Ça veut dire que je leur dis, vous donnez les clés, le pouvoir à d'autres de dire si vous êtes belle ou non. Vous attendez que la classe des garçons, parce que là j'avais que des filles, disent, à toi t'es belle ou pas, si tu commences pas par toi. Et je leur explique qu'avant c'était les femmes à barbe. Je dis, vous voulez que... Si demain on dit c'est les femmes à barbe, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous mettre, ou vous allez choisir votre propre beauté. Et après j'ai la citation de Victor Hugo qui dit c'est la beauté de l'âme qui se répand sur la beauté du corps. Et là, elles me font, madame, c'est trop beau, est-ce qu'on peut la prendre en photo? Oui, allez-y, prenez Victor Hugo en photo si ça vous inspire. Mais vous voyez bien que ça commence vraiment par nous et par comment on arrive aussi à leur faire se poser des questions. C'était Christiane Singer qui disait le but c'est pas de répondre à leurs questions, c'est de faire émerger en eux un questionnement. Et aujourd'hui, on leur donne des réponses. Et de plus en plus, j'ai croisé quelqu'un qui disait je connais quelqu'un en 3e année de médecine qui travaille dans la pédiatrie et qui ne s'est pas posé la question de quid de la pilule, de l'avortement. Et je me dis, c'est des questions qu'il faut se poser à soi-même d'abord. Comme la peine de mort, des choses comme ça, des questions existentielles. Ce n'est pas anodin. Moi, je sais que l'avortement aujourd'hui, c'est pris comme un moyen de contraception comme un autre. Madame, c'est grave de faire tomber enceinte une fille? C'était une question que j'ai. En fait, il va falloir qu'on discute quand même. Hein, quand on a les chiffres de femmes, pas qui ont avorté, mais qui ont après des dépressions et qui doivent travailler avec ça, c'est pas rien. Je veux dire, heureusement que ça existe. Mais il y a vraiment à discuter de tout ça. Il faut se poser la question. Il faut voir que c'est pas anodin, tous ces actes qu'on pose au quotidien. C'est pas anodin de lever la main sur un enfant. C'est pas anodin de lui dire oui ou de pas lui dire non. Rien n'est anodin. Et on a des jeunes qui ne se posent plus de questions.
Non, ça ne me dérange pas. Je me suis jamais posé la question, tiens, j'en prends mes pieds, je les mets sur un site internet et je me dis, ouais, c'est vrai, le mec, qu'est-ce qu'il fait avec mes pieds? Non, ils ne se posent pas la question, ils ne vont pas plus loin. Et donc nous, on est là aussi pour éveiller ce questionnement chez eux, pas forcément pour leur dire quoi faire. Je pense qu'on n'est plus en mesure de savoir où est-ce qu'ils vont nous emmener, mais c'est vraiment pour... on prépare un terrain, du terreau, quoi. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et pour le coup, je pense vraiment qu'il faut accepter qu'un autre va lui dire quelque chose un peu différent de moi et c'est là-dedans qu'il va faire son chemin de pensée. Heureusement qu'il voit d'autres gens qui lui disent pas les mêmes choses que je leur dise. Comme ça les inspire. Moi, je parle de moi, je leur précise. J'ai cette vie et j'ai ce parcours-là. Allez questionner d'autres gens. Prenez des avis différents. Ne vous dites pas qu'il y a une manière d'être et une manière de faire. Mais c'est vrai qu'on élève un peu des robots parfois, on a l'impression. On veut les mettre dans des cases et nous aussi, ça nous rassure d'imaginer ce qu'ils vont être et vers quoi ils vont aller. Non? Ou pas? Non, moi je trouve que c'est d'écouter ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. C'est ça qui est beau. Oui, je suis d'accord. Donc après, quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est vrai que ça insécurise certains adultes. Parce qu'ils ont des envies différentes, parfois, de ce qu'on attend. Et Khalil Gibran nous dit, vos enfants ne sont pas des enfants, ils sont les fils et filles de la vie, laissez-les, en fait ils vous sont confiés. Et c'est intéressant, il y avait un témoignage d'un homme qui avait adopté des enfants, il dit, finalement le point positif là-dedans, c'est que nous, on nous a confié des enfants. Et on n'attend pas à ce qu'ils soient footballeurs si on a toujours rêvé d'être footballeur. Il y a une posture un peu différente. Alors je ne dis pas que tous les parents qui ont eu des enfants, mais il y a dans l'adoption aussi un lien un peu différent. Et c'est une graine qui m'a été confiée. Et je vais tout faire pour la faire pousser, mais pour le coup, je n'ai pas la main sur ce qu'elle est déjà. Mais finalement, nous non plus. Quand c'est nos propres enfants, en fait, il faut aussi se dire, tu vas devenir ce que tu seras. Par contre, il faut que je te donne de quoi te nourrir. Et parfois, j'ai le tuteur pour la tenir. La contrainte est nécessaire. Cyrulnik, il le dit très bien, et les tuteurs de résilience, ils sont partout. Si je laisse une plante, et aujourd'hui on en a un peu les plantes un peu folles, ça ne va pas, les enfants ils sont perdus et finalement ils arrivent à se dessécher. Il faut qu'ils aillent chercher le soleil. Et puis nous, on est là quand même pour leur dire, attention, là tu peux te blesser. Comme les enfants, quand je faisais les récréations, vraiment ils sont pleins tous les 5 ans à aller courir sous la pluie, mais non, j'ai chaud. Non, là tu vas mettre ton manteau. Après, vraiment, on en rediscutera, mais pour l'instant, mets ton manteau d'abord. Est-ce que vous avez d'autres... Moi, ça me fait penser le parallèle avec justement la plante, là, avec peut-être le tuteur, comme ça. J'ai l'impression quand même, par rapport aux enfants, par rapport à la société actuellement, que ça me fait penser vraiment aux cultures qu'on a actuellement. C'est que des champs de tournesol, que des champs de machin, tout est droit, tout est aligné. Et en fait, et les enfants, les ados et les enfants demandent plus de choses concrètes, de revenir à l'essentiel, comme faire un budget, comme apprendre un métier. Là, dans le concret, on est quand même dans un système qui est très millimétré. C'est-à-dire que l'enfant, il se réveille le matin tôt, il passe sa journée à l'école, il rentre à la maison, il prend le goûter, il fait ses devoirs et il prend sa douche. Et avec un peu de chance, il mange avec ses parents. Et le moment de parole et d'échange et de cette fameuse nourriture dont ils ont besoin, il est extrêmement réduit, je trouve. Mais de plus en plus avec les réseaux. Et c'est ce qu'il disait cet enseignant, en fait, parce que finalement, moi quand franchement, j'ai eu une éducation, j'aimais bien l'école en plus, je restais tard, à la sortie, je faisais en plus des activités, etc. Mais en fait, il disait là, les jeunes qu'ils ont, en fait, ils restent chacun dans la même pièce ou dans leur chambre, avec des écrans, et ils n'échangent plus. Et il disait, moi j'ai des enfants qui nous demandent d'échanger. En fait, qui ont besoin du lien. Il dit, mais moi, en fait, moi, personne ne me parle quand je rentre. Personne ne pose la question. Donc, on a aussi des adultes qui ne se rendent pas compte, qui sont... Moi, je prends l'exemple du film Wall-E, mais c'est vraiment ça. On nous permet de tout avoir, le moindre effort. J'ai une pizza qui arrive chez moi, j'ai une information qui arrive, et maintenant, il y a vraiment l'effort et plus... vous savez, ce bien-être qu'on a après le sport, ça, ils n'ont même plus ce goût-là. De se dire, je vais faire quand même un peu d'effort et je serai content. Et dans les échanges qu'on a, nous, moi, je me rends compte que ça vient aussi, en plus de tout ça, en plus de cette autoroute qu'on a l'impression de leur tracer, parce que finalement, on a tous eu un peu des
on n'a pas eu une école idéale, ni des éducations idéales finalement quand on regarde. On peut la créer, mais avant quand on regarde le passé, et moi je me dis mais pourquoi là on a vraiment une implosion de symptômes, et notamment la santé mentale, donc c'est pas pour rien que cette année c'est vraiment, on en parle, mais je me dis mais aux États-Unis, au Canada, ils ont des interventions depuis des années là-dessus. Et en fait c'est juste se dire, l'enfant n'est pas juste un enfant, il y a toutes ces émotions, mais on a un retard énorme là-dessus, et en fait le sport, on a plein d'enfants qui n'en font pas, la créativité. Mais en fait, du coup, il y a des parents qui en font. Et à l'inverse, moi, j'ai des parents qui me disent, Hélène, je travaille dans le bien-être, j'en parle à ma fille. Elle se met une pression toute seule et on ne sait même pas quoi faire. On lui propose de partir en vacances, on lui propose des stages pour aller dans la nature. Elle ne veut pas, elle essaye vraiment, elle se compare aux copines, elle n'y arrive pas. Et pourtant, elle a une manière de penser un peu différente. Donc, on a aussi des jeunes qui eux-mêmes se foutent la pression, aussi parce que les réseaux, aussi parce que les copines, aussi parce que tout ça. Et c'est vrai que moi, je savais ce que faisaient mes copines, mais je ne savais pas ce que faisait la copine de la copine parce que je n'avais pas sa photo. Vous voyez, je pense que c'est une appréhension aussi du monde un peu différente. Mais, je suis d'accord, on a les clés pour cette école idéale, mais aussi les clés, les gouttes d'eau dans nos familles et auprès des jeunes. Vraiment, on ne mesure pas le sourire, un mot ou la posture qu'on peut avoir et qui peut changer la vie d'un jeune. Il ne suffit de pas grand-chose. Et c'est pour ça que moi je me dis, franchement, un jeune touché, ça peut être hyper facile, mais c'est déjà un miracle. Donc en fait... il suffit vraiment pas de grand-chose. Et encore une fois, on a envie de les parquer, comme tu disais, j'aime bien cette image d'un champ de tournesol et puis après un autre champ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça explose, les TDAH, les zèbres, les machins, et en fait on ne sait plus où les mettre les cases. Tellement, en fait même les jeunes, ils nous laissent plus les... Vous êtes des tournesols, ben, il va y avoir un tournesol machin, un petit... Même eux, on voit bien que ça ne suffit plus. Donc ça va le faire, ça va changer. Moi, ce que je leur souhaite, c'est que ça se fasse dans le plus de douceur possible. Et on est en train, en fait, on veut, tant qu'on ne bougera pas les murs, ils vont les péter eux. Et peut-être qu'on se rend compte que on n'est pas tous des tournesols. Il y a de tout. C'est juste bien sûr. Étiquettes, c'est des titres qu'on a inventés pour les définir. Et au final, on se rend compte qu'on a une diversité incroyable. Et justement, et à quel point ce serait peut-être plus désirable une permaculture humaine. Bien sûr. Ce serait pas mal. Ouais. Mais remettre l'enfant quand même enfant, et je me dis, c'est vrai qu'un enfant n'est pas un adulte, c'est vrai que parfois on entend un peu un écueil, l'enfant c'est mon maître, et je suis convaincue que l'enfant va nous apprendre des choses, mais il reste un enfant et on a quand même besoin de l'éduquer, de lui montrer la voie, et attention à ce que l'adulte ne se mette pas en posture de « je suis ton ami ». Et c'est pour ça que parfois il y a des enseignants qui font attention, ils me disent « oui mais si je descends de on travaille sur la posture d'autorité, si je descends de ma plateforme, là, comment ça s'appelle, l'estrade, et ben ils vont plus me respecter ». Je sais pas en fait, et c'est là où on parle de la force tranquille, il n'y a pas besoin de crier. C'est dans ta posture, avec toi, ils ont peur du coup. Et je vais te parler, je suis pas parfaite. Parce que parfois, même sans qu'on le dise, ils nous mettent quand même dans des cases. Et c'est bien de dire, en fait, moi je suis comme toi, j'ai été énervée, j'éprouve telle émotion. Mais tu as totalement raison. Il y a tout plein de graines. Comment je les éduque? Mais après, moi j'avais tendance, comme j'étais dans une famille d'enseignants, à juger un peu les enseignants. Puis vraiment, après les avoir accompagnés pendant 2-3 ans, j'ai retrouvé énormément de compassion parce qu'ils essayent. Puis j'ai parlé à des inspecteurs absolument incroyable. Et donc je me dis, le village, il est un petit peu partout, mais c'est pas homogène encore. Donc il y a des gens incroyables qui œuvrent à tous les niveaux. C'est juste qu'on n'arrive pas encore à faire osmose et comment on se fait relais là où on est. C'est pour ça qu'on a besoin de colibris un peu partout. Je me dis, si aujourd'hui on vivait tous au même endroit, ce serait terrible en fait. Si tous on avait les mêmes idées, on vivait au même endroit, vous imaginez le monde autour de nous, on serait le village de Gaulois, mais on aurait ou alors il faudrait qu'ils viennent nous voir régulièrement, quoi, pour se former, pour reprendre un peu de joie, prendre un peu de potion magique. Mais il y a un peu besoin, allons dans le monde. C'est difficile pour nous, mais au moins on a conscience de petites choses et on va le faire avec de la joie. Vous voyez, comme si on avait un sac de graines, et moi je vais semer à ma manière, mais vous allez sûrement, un réalisateur il va créer un film, vous allez faire une blague, vous allez, peu importe, peindre, on crée une asso, peu importe, on va le faire à nos manières. Mais en effet, je me suis dit à un moment donné, tiens, tu as créé ton école, Hélène, et t'attires à toi des enfants. Et en fait, souvent, c'est tes parents qui inscrivaient les enfants dans mon école qui se sont posés des questions. Et donc, je me suis dit, c'est important que tu aies ton école, parce que ça te permet d'imaginer le monde et tu peux faire ce que tu veux, j'ai une liberté totale, mais que tu ailles aussi dans les écoles, parce que sinon, personne ne va là-bas. Si j'emmène pas un peu là-bas, là où c'est hyper stérile et qu'il n'y a a priori pas d'espoir, personne n'y va.
Vous voyez, c'est comme dans les hôpitaux, il y a les clowns qui ont. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Où en fait, on a de plus en plus là, de personnes qui font là où elles sont, à partir du chaos, sans vouloir le changer. Je ne pense pas qu'un enseignant aujourd'hui puisse changer l'école. Par contre, dans sa classe, il peut créer un monde absolument incroyable. Mais, et c'est là où je dis aussi, il faut aussi se préserver soi. Et moi, ça m'est arrivé là, ces derniers temps, de dire, en fait, j'ai plus ma place pour l'instant dans les écoles, parce qu'en fait, ça devient compliqué aussi pour des adultes. Et parfois, mieux vaut faire un pas de côté, parce que, et c'est là, on dit, il faut que nos vasques soient remplis pour pouvoir donner. Si nous, on a des adultes qui s'épuisent à donner en mode sauveur, on ne peut plus accompagner ni aider. Donc parfois, il faut aussi dire, je me mets un peu de côté, j'œuvre pas pour le moment, et j'œuvrerai peut-être demain, ou alors d'autres vont le faire, avoir une conscience collective comme ça. Mais parfois, on n'est plus en mesure. Et en fait, un adulte, moi je dis souvent, il y a des parents qui disent oui, mais en fait, regarde, on va se séparer. Je prends cet exemple, mais ça peut être quitter un travail et ça va être compliqué. En fait, tu quittes ton travail, tu es plus contente. En fait, pour tes enfants, ils verront pas qu'ils n'ont pas de gruyère sur leurs pattes, en fait. Ils verront surtout que tu as un énorme sourire et que tu es soulagé. Donc parfois, faire ce pas de côté, c'est aussi être plus disponible pour la suite, se remplir et revenir après. Mais il faut dire aussi qu'on est des adultes qui traversons et qui n'allons pas forcément très bien. On traverse le chaos comme eux. Donc ça veut dire prendre soin de nous, ça veut dire se soigner, et c'est pas évident. Et je pense que ça, faut pas hésiter à en prendre conscience aussi et à leur dire, aux enfants et aux jeunes, sans encore une fois faire notre thérapie, mais nous aussi, on sait parfois pas quoi faire. On est un peu perdu. Vous n'êtes pas les seuls. Par contre, ça va aller. L'humanité a traversé des chaos, on a toujours su quoi faire. On va le faire ensemble. Je pensais qu'il y a aussi l'importance du milieu social. Les parents qui ont de l'argent pour partir en vacances, pour payer des activités à leurs enfants, et puis une mère célibataire qui galère ou qui est au chômage. Là, il y a deux univers différents. Mais en fait, c'est pas ce qu'on croit, dans les deux cas. Moi, c'est marrant, ma mère, elle nous a élevés, on était 3, elle nous a élevés toutes seules, et j'ai des copines qui font « Mais Hélène, explique-nous comment ta mère, elle a fait ?» Et en fait, je dis, ma mère, elle a fait imparfaitement, elle a fait comme elle a pu, mais surtout dès qu'elle a pu nous confier. Et on a été élevés par plein de gens, et il y a un côté comme ça où, en fait, c'est parce que c'est dur. Moi, je dis souvent, tu as un enfant, tu veux le faire parfaitement. Tu as 2, bon, tu essaies de faire parfaitement et tu meurs, parce que tu sais impossible. Et tu as 3, tu dis, bon, c'est le chaos. À partir de 3, tu dis, bon. Je laisse tomber, j'ai compris que ma maison ne serait pas rangée. Mais il y a un peu en fait ça va, c'est pas obligé d'être parfait. Il y a un écueil aussi des familles parfaites, on veut aller vers, et je me rends compte que quand je parle du suicide, je vous dis, dans les lycées parisiens privés, c'est là où il y a le plus grand taux de... en fait, c'est dans les milieux aisés, dans les milieux où il y a, sur le papier, tout va, il y a des activités, mais il est où le lien? Et dans les milieux les plus modestes, en fait, les jeunes, ils survivent. C'est pas là où ils vont se suicider. En fait, ils vont vraiment... Ils en sont à comment ils mangent le soir. Et donc, il y a d'autres problématiques. Mais ils n'en sont pas à penser au suicide. Ils meurent parce qu'ils se sont poignardés entre eux. Mais pas parce que... mais les problématiques, il y a à agir sur les deux tableaux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Et que parfois même, on oublie que la richesse, c'est le lien. J'en reviens toujours là. Mais la richesse, c'est le vrai échange. Et je pense qu'on peut avoir des vrais échanges derrière un ordi. Mais il faut du vrai lien, et donc des gens qui sont en capacité d'être authentiques et de pouvoir vraiment échanger à partir de qui ils sont. Et c'est vrai que j'ai des jeunes qui ne connaissent pas leurs parents. Ils témoignaient, cet institut-là, qui faisait le reportage « Et si on levait les yeux », il disait, quand il était trader, il accompagnait des gens très riches, et il avait une fois un client très sympa, mais très riche, et qui dit, il ne le trouvait pas bien, et il dit, qu'est-ce que t'as? Il fait, en fait, ma fille vient d'avoir Polytechnique, elle est contente, et elle m'a dit, regarde papa, j'ai ce que t'as toujours voulu. Mais en fait, je me rends compte que je ne te connais pas. Et je ne sais même pas si j'ai envie de faire ça, en fait. Et en fait, on a des gens qui réussissent sur le papier, mais c'est toujours la même chose, on les connaît. Mais en fait, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? On ne sait pas. Et je me dis, bon, il y a cette course à la performance qu'on a tous, dans nos domaines, peu importe. Moi, j'ai une espèce de course à la performance, à essayer d'œuvrer un maximum, et je peux me perdre aussi dedans. Donc, quand on m'invite à ralentir et à me dire, en fait, il faut se poser, et peut-être plante tes tomates, Hélène, et c'est déjà bien. Vous voyez, prendre aussi ce temps de recul, c'est nécessaire. Et à l'inverse, pouvoir faire les ponts en disant faisons se rencontrer ces différents mondes. Je pense qu'il est là le futur. Des jeunes qui viennent de milieux modestes et qui vont pouvoir parler à des jeunes qui, a priori, ont tout eu et en fait se rendre compte que les blessures peuvent être les mêmes. J'ai eu un père absent parce que pas là. J'ai eu un père absent parce qu'il travaillait tellement mais qui nous a mis en sécurité. Le père est absent. Vous voyez? Et ça peut créer la même blessure et ils peuvent se rejoindre pour la même chose. Et pourtant, il y en a un où, a priori, le père a fait ça pour les aider, il était présent financièrement, mais peu là.
Et un autre, le père, ils ne le connaissent même pas. Mais finalement, vous voyez, c'est des écueils qui se rejoignent. Donc je me dis, voilà, faire se rencontrer et peut-être pas mettre tout de suite trop vite dans les cases en disant c'est plus facile pour les uns, pour les autres. Je me rends compte qu'il y a énormément de banalisation de la souffrance chez les classes aisées. On n'ose pas dire que ça ne va pas parce que, a priori, j'ai tout. Et je trouve que c'est vraiment un levier à lever. Oui, est-ce que tu penses qu'enseigner la philosophie, en fait, chez les plus jeunes, peut accélérer en fait le changement au niveau de l'éducation des enfants, en fait, en grandissant? Ouais. Et deuxième question, est-ce que c'est reconnu aujourd'hui par l'éducation, en fait, que ça pourrait éventuellement apporter à tous ces jeunes? Et est-ce qu'il est temps, il y a quel pourcentage, en fait, c'est étendu au niveau national, quoi? Alors moi je suis convaincue. La philo avec les enfants, j'avais fait une formation avec la Fondation Sèvres, j'avais découvert Frédéric Lenoir dans un film Enquête de sens que je vous conseille, qui est super. Et du coup je m'étais formée, je m'étais dit je passe le concours de professeur des écoles et je vais proposer ça et ça va être super. En plus j'étais avec Edwige Chirouter, elle tient une chaire à Nantes avec des enseignants, du coup, elle se base sur la littérature de jeunesse, donc il y a une richesse infinie là-dedans. Et c'est là en passant le concours que en fait on m'a pas prise, on m'a mis 2 parce que c'était de la philo. Alors peut-être qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, mais elle s'est vraiment levée. Elle m'a tourné le dos, elle m'a mis 2. Donc, même là, l'échange n'était pas possible. Et en fait, derrière, je me rends compte que c'est aussi politique tout ça. La philo, pour moi, c'est essentiel. Mais après, par contre, je vais vous dire, ça tout dépend de la posture de la personne. Si philo, c'est je vais te dire quoi penser et qui croire et à quel moment. Si la philo, c'est j'emmène un sujet. Je tiens mon groupe, parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose que de dire j'ai un avis. Et moi, avec les ados, parfois, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Et moi, avec des décrocheuses scolaires, quand on a dû faire sur la peine de mort et que j'étais la seule à défendre la non-peine de mort et qu'ils étaient tous « Hélène, on a gagné, regarde !» J'étais bon. Alors, vous n'avez pas gagné, mais vos arguments étaient peut-être bons. Mais vous voyez, c'est important de discuter, mais important aussi de tenir son cadre. Et en fait, la philo, c'est comme l'école, ça peut rester un concept si je ne l'emmène pas de manière sensée. Mais aujourd'hui, ce qui se fait dans toutes les écoles, c'est incroyable. Moi, parler de mort avec des enfants à 3-4 ans, voir ce qui se passe, j'avais ouvert le sujet via un livre, et puis après, ils disaient « Moi, j'ai perdu mon grand-père ». Ils commencent à se livrer, mais plutôt bien. Mais je sais qu'il est là dans les étoiles. Et il y en a une, elle me dit « Moi, je suis trop triste, parce qu'elle me manque. » Et alors, il la prend comme ça par l'épaule. Et tous les deux, ils commencent à dire « Mais tu devrais pas être triste. Parce qu'en fait, regarde, elle est là, elle te regarde. » Et puis, en fait, c'est ça aussi, c'est beau, parce qu'entre eux, on se rend compte qu'ils ont déjà les réponses. Mais nous, on ouvre un espace dans lequel ils vont pouvoir échanger. Alors, bien sûr, moi, je les emmène quelque part. Donc, je dois quand même faire attention à ce qu'ils se disent. Mais je suis convaincue que la philo, donc, dès les petites classes, à partir de livres de jeunesse, sur les émotions. Moi, j'avais à un moment des maternelles et des 4e en décrochage scolaire, je disais aux 4e, les maternelles, ils savent mieux verbaliser leurs émotions que vous. Vous, c'est une catastrophe. Et ça arrive très tôt, c'est-à-dire très vite. Et c'est ça, mais l'espérance immense à avoir, c'est que nos jeunes, on commence maintenant, c'est tout gagné, quoi. Donc oui, c'est enseigné. Et oui, c'est même promu par l'éducation nationale. Après, le problème, c'est qu'on fait reposer sur des enseignants et on ne sait plus où caser tout ça. Et moi, par exemple, quand je demande à intervenir, ils ont 20 € de budget, les enseignants. Moi, je suis 25% taxée par l'URSSAF quand j'arrive. Donc en fait, à moins d'être payé 6 € de l'heure, on ne peut pas se rejoindre. Et même lui, il dit « Mais Hélène, je ne vais pas te demander d'intervenir dans les classes. » Donc on intervient collège-lycée parce qu'ils ont plus de budget. Et là, j'ai que des établissements scolaires cette année qui me disent « On passe de 2000 à 200. » Donc en fait, c'est toujours la même histoire. J'ai fait ça gratuitement pendant des années parce que je connaissais les instituts, on a fait appel à moi, je révisais mon concours. Mais à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on se nourrisse. Donc c'est aux instituts de se former et de faire ça dans leur temps de classe. Mais ce n'est pas non plus pareil aujourd'hui d'amener un sujet en tant qu'institut, ou alors il faut être à l'aise, tout le monde ne l'est pas. Et puis il faut savoir de quel sujet on parle. Beaucoup ont voulu parler par exemple des attentats au moment où ça avait eu lieu. Et il y a des moments où ce n'est pas le moment de parler de certains sujets. Pas commencer par ça, mais c'est aussi intéressant quand on parlait des émotions sur les compétences psychosociales. J'avais une enseignante qui disait « Mais tu vois Hélène, moi j'ai amené ce sujet avec les maternelles, c'était trop bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils pleurent tous. » En fait, il y en a une qui a commencé à pleurer. Et puis, les maternelles, c'est un peu ça de toute façon. Il y en a un qui pleure. Après, par contre, finalement, ils ont fini par se réguler. Et puis, justement, ça a été l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'on ouvre des espaces. Et ça, il y a beaucoup d'adultes qui me disent « J'ai peur de ça. » Et je comprends. Je comprends parce qu'on a des jeunes de plus en plus, ils viennent de mondes complètement éclatés.
J'ouvre un espace sur les émotions, c'est arrivé. Bah moi, de toute façon, mon père, quand il est fâché, il sort la ceinture. Enfin, vous voyez, c'est des choses pas faciles à entendre, que d'autres entendent dans une classe. Donc, on demande à des adultes de gérer ça, et en ayant la pression des parents qui nous disent « Ah bah, faut pas que ça déborde », et en même temps, c'est nécessaire parce que je me rends compte que ce qui est livré, c'est pas toujours juste, c'est les mots des enfants. Et en plus, une fois que c'est verbalisé, ça va déjà mieux. Les émotions, on dit « J'identifie, je nomme », 50% du travail est fait. Je suis en colère, la colère, elle a diminué déjà. Vous voyez, mais il y a, moi, ces espaces, cette philo, avec les jeunes, c'est les débats mouvants, et même maintenant, c'est les concours d'éloquence. Il y a aussi comment on les aide à verbaliser et à argumenter. C'est tout à voix haute, enfin, tous les films qui ont été faits comme ça. Et de plus en plus d'espaces, ils essayent d'encourager des jeunes. Je me souviens, du coup, quand j'ai été jurée, là, il y en avait un, donc on se demande toujours, est-ce que c'est pas ChatGPT qui a écrit le texte ? Et en fait, on voit bien que dans la posture, même si c'est ChatGPT, on ne vient pas leur demander que ça. Ils peuvent le lire, mais en fait, il faut qu'ils le soient appropriés, sinon il n'y a rien qui passe. Il y a un jeune qui arrive, jogging basket, la tête comme ça, et qui lit vraiment un texte. On ne sait même pas si c'est lui ou pas lui, mais il n'y a rien qui passe. Et donc, vraiment, j'ai mon jugement qui commence à se mettre. Je me dis, oh, il abuse, franchement. Mais je me vois le dire, et j'entends le moniteur derrière qui dit, personne ne la voit. Il parlait à son collègue, personne ne voit le travail que c'est là, que ce jeune se tienne debout face à 40 élèves, là d'où il vient. C'est ça sa réussite. Peu importe qu'il ait pris ChatGPT. Et donc en fait, on n'a pas l'histoire de chacun, mais parfois, en fait, rien que de faire parler un jeune ou de le faire lire un texte qui n'est même pas le sien, c'est j'existe et vous me regardez et ça. Et moi, ça m'est arrivé de choquer des jeunes en leur disant que des qualités. Ils sont partis en courant parce que ça, c'était déjà difficile. Donc ces espaces, la problématique, c'est qu'on a des jeunes qui vont de moins en moins bien. Donc on ouvre des espaces d'échange et donc potentiellement, c'est pas thérapeutique normalement, mais ça peut prendre l'apparence d'eux finalement. Je suis formatrice BAFA et donc là on avait des 16 ans. Et en fait, moi j'ai passé mon BAFA à 16 ans donc je juge pas, hein, mais je disais là on peut pas leur donner le BAFA, c'est pas possible. Enfin ils sont après en charge de jeunes en maternelle quoi. Et je disais à ces jeunes-là, je disais en fait vous allez quand même moins bien que nous à l'époque. La moitié avait été en hôpital psychiatrique pour des dépressions, ils étaient sous antidépresseurs, on a des jeunes qui vont pas bien. Et ils doivent accompagner des petits qui vont encore moins bien. Et on a de moins en moins de jeunes parce que c'est toujours 20 €. En colo, on est payé 20 € pour s'occuper de nos enfants. Donc il n'y a rien qui va dans ce système-là. Et on continue à fermer les yeux en se disant... Et donc on essaye de les équiper, ces jeunes-là, mais je me rends compte aussi qu'il y a une immaturité un peu. Et donc on essaye d'œuvrer et pourtant on a besoin d'animateurs. Et donc il y avait des directeurs qui nous disent « Mais vous nous envoyez qui là ? On a des jeunes qui ne savent pas prendre en charge, tout ça, qu'on essaye de trier. » Mais il y a vraiment une jeunesse à accompagner, à porter, à faire réfléchir. Et à un moment donné, je les interrogeais sur les médicaments. Ils me disent « Ah, c'est vrai, j'avais jamais réfléchi ça. Moi, il a mal, je me disais, je le fais. » mais Et donc, l'égalité et les faire réfléchir. Et vous voyez, il y a le bon sens et puis il y a quand même « Protège-toi ». Tu ne peux pas donner n'importe quoi à un enfant. Il faut que... Vous voyez, il y a tout un travail derrière. Mais je me rends compte qu'ils arrivent moins près qu'il y a quelques années. Même si c'est des graines et qu'ils ont un potentiel infini, on a quand même des jeunes... C'est pas les mêmes générations du tout. Et pour certaines choses, c'est des instituts qui me disaient, ils savent plus faire ce geste de la cocotte. La motricité fine n'est plus la même. Et ben pour certaines réflexions, c'est la même chose. Il y a des choses qui ne se posent plus comme question. Comme les consignes collectives. Avant, vous disiez en rang 2 par 2. Depuis le Covid, ça n'existe plus ça. Si vous dites pas Joachim, Alice, Jérémy, asseyez-vous, ils ne s'assoient pas. Donc en fait, le métier a changé. Vous voyez, il y a vraiment... Et c'est vrai, parler collectivement, ils n'entendent pas la consigne. Il faut vraiment les regarder, un par un. Alors, encore une fois, il y a d'autres choses qui vont, hein, mais c'est vrai que ça change la posture de l'adulte. Vraiment. Je veux dire, ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'en fait, on devrait éduquer les enfants au discernement, alors que l'éducation nationale, en fait, les apprennent à voir toujours dans le même sens, quoi, que dans un sens. C'est ça qui est... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un mammouth éducation nationale, il y a une structure, mais à l'intérieur, j'ai vu tellement d'instituts qui essayent de faire l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'éducation nationale, moi, on m'a permis d'œuvrer, d'intervenir, et des instituts qui viennent me chercher, qui disent « Viens Hélène, fais-les discerner, réfléchis ». J'ai fait des ateliers sur les lois, sur les légitimités, sur Rousseau, sur la créativité, les émotions. Donc, ce n'est pas l'éducation nationale. On a des politiques, mais j'ai discuté avec des inspecteurs académiques, mais incroyables. Mais d'autres qui vont me refuser au concours. Il y a de tout, en fait. Donc, c'est vraiment une problématique individuelle d'abord.
Chacun doit oser, mais doit aussi se poser des questions. Qu'est-ce que je souhaite à mon enfant et qu'est-ce qui est bon collectivement? Oui, il y a un budget à investir. Oui, c'est dangereux de faire réfléchir les gens. Et derrière, il y a quand même ça. L'association Sève, ils sont passés par plein pour avoir les agréments. Il y en a même qui ont dû démissionner, etc. Oui, réfléchir aujourd'hui. Et même, il n'y a qu'à voir, dans les lycées pro, on a fait diminuer le français, diminuer les maths. Moins ils peuvent s'exprimer, mieux c'est. Parce qu'une fois que je supprime les mots, il n'y a que de la violence. Et là, c'est facile, j'ai des bons petits soldats. Mais je ne peux pas dire éducation nationale, en gros, ou alors je pense institution et je pense à un cadre figé. Mais à l'intérieur, on a plein de colibris. Et je vous jure, ils essayent. C'est comme Céline Alvarez, elle a commencé à faire des expériences. Et il y a plein d'enseignants qui sont servis de ces outils et qui apprennent à lire à des enfants de 4 ans en 2 temps 3 mouvements. Mais sans effort. Et ça marche. Donc on a une génération aussi d'adultes qui, grâce au réseau et aux liens, mettent en place des techniques totalement différentes. Ça marche et ils font leur petit bonhomme de chemin. Il y a des choses incroyables qui se passent. Mais, toujours pareil, comment on le généralise, comment on fait en sorte que... Et pourtant, on a des jeunes qui ont été accompagnés par les compétences psychosociales dans l'école, mais je me rends compte que la société vient aussi parasiter l'école. Et combien j'ai d'enseignants qui disent « Hélène, on a travaillé sur la confiance en soi. On a des jeunes en CECPA, etc. » Ils rentrent chez eux, détruits complètement par les parents. J'ai l'impression qu'on n'a servi à rien. Donc, parfois, on vise l'école. Et moi, je vous jure, j'ai passé des heures à parler d'enseignants, de la famille. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on se rencontre. Mais ce qui est transmis quand même. Oui, c'est ce que je leur dis. La graine est semée. Par contre, c'est ingrat parce que tu ne l'avais pas germée. Mais sache qu'elle est semée. Mais c'est vrai qu'en fait, ils ont l'impression de faire un travail de pisser dans un violon, quoi. C'est vrai, est-ce que c'est pas trop ingrat, en fait, justement pour les enseignants, parce que d'un côté, vous éduquez les enfants, mais d'un autre côté, les parents, en fait, est-ce qu'il ne faut pas non plus, à côté, les éduquer aussi, à éduquer leur enfant? Oui. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça a été envisagé? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Encore une fois, cet homme qui témoignait sur l'adoption, il disait « Mais nous, on a passé des tests. Hein. Vous adoptez un enfant, mine de rien, tu vas adopter un enfant, on doit te dire si tu es potentiellement bon parent. » Ça pose aussi question. Je trouve qu'il y a une pédagogie à avoir et j'ai assisté à... Donc il y a toute une loi là qui est passée sur les relations affectives et sexuelles et l'obligation d'intervenir et de mettre des séances pour parler des relations affectives et sexuelles. Et j'ai assisté à un Zoom entre l'Académie de Bordeaux et donc les institutionnels et les parents. La violence des paroles des parents et l'incapacité totale de l'éducation nationale de communiquer. Alors on savait qu'ils n'étaient pas bons communicants, mais moi j'ai envie de dire, il faut se former, il faut essayer de se mettre un peu, rassurer les parents. On a une loi qui est pondue du haut. A priori, il y a eu échange, mais on sent bien que c'est venu comme ça. Pas du tout à mener. Et du coup, on a des parents qui disent « Mais vous voulez faire de l'enseignement éducation affective et sexuelle? Emmenez-le au bois de Boulogne. » J'ai fait des screenshots vraiment de trucs et je me dis « Mais ils ne se rendent pas compte. » Ils ne se rendent pas compte que dans les classes, on a affaire à des choses vraiment catastrophiques. Et on va parler des déboires. Donc, il y a des associations qui ont montré, en effet, des films pornographiques. Il y a des échanges qui ne sont pas du tout justes. Et c'est normal que les parents se questionnent. Mais à l'inverse, on a, nous, des viols, mutilations, on a plein de choses qui nous sont rapportées et les parents ne se rendent pas compte. C'est là où je dis, nous, quand on intervient, il faut qu'on rencontre les parents maintenant. Il faut qu'on fasse... Et c'est pas former les parents, je sais, je vous explique, c'est venez, on fait ensemble. Et si j'arrive, moi... Je sais, et je vais vous dire comment faire, ça ne marchera pas. Donc, éduquer les parents, moi, j'ai plutôt envie de les outiller. Outiller les adultes à accompagner des jeunes d'aujourd'hui. Et comment on fait chacun, mais moi aussi, j'ai besoin d'être outillée. Hein. En fait, c'est constant, mais ça veut dire aussi m'occuper de moi et de ma santé mentale. Et aujourd'hui, on a plein de parents qui ne vont pas bien et qui le disent. On a aussi des enseignants qui nous disent aujourd'hui, on a ouvert la porte aux enfants qui n'ont pas besoin d'être propres. Donc, en fait, à 3 ans, on les scolarise, ils ont encore des couches. Et les enseignantes me disaient, maintenant, ils sont 4 par classe. Quid de la dignité de l'enfant, du coup? On n'a pas de table à langer, on n'a pas de couche, on n'a pas de temps, donc on les change devant tout le monde, et la SEM, elle n'a pas que ça à faire, c'est pas son métier à la base. Et c'est des parents qui nous disent, je ne sais plus quoi faire, en fait, je n'y arrive pas. Donc on arrive à finalement communiquer au dernier moment, au moment où le parent n'a pas réussi, et il refile ça à l'école, et je me dis, c'est trop tard déjà là. Et je ne veux pas juger le parent parce que franchement c'est difficile. Mais il va falloir qu'on œuvre ensemble et qu'on puisse se rendre compte. J'entends plein de choses sur les enseignants et je me dis c'est terrible. Oh mais prof, vous avez des vacances. Moi j'ai jamais vu une personne de ma famille pas travailler pendant les vacances. Mais à l'inverse, il va falloir aussi qu'on comprenne que pour des parents c'est compliqué. Vous voyez, il y a vraiment un... Faut qu'on... Je pense qu'on est dans une société qui déresponsabilise complètement. l'individu. Et en fait complètement. l'adulte est censé être adulte, ouais. Mais c'est encore un enfant. Oui. Et c'est ça le souci. Et que ce soit les profs, il y a beaucoup de profs aussi qui sont comme ça, qui ne sont pas encore des adultes. Ouais.
et les parents aussi. Ouais. Et là, il y a les enfants derrière. Et eux, c'est pas, pour moi, les enfants, il reste des enfants. C'est à nous, les adultes, que ce soit les parents ou les professeurs, de se regarder à l'intérieur. Au-delà de toute l'étiquette parent, au-delà de l'étiquette professeur. C'est moi, en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux améliorer, en quoi je peux me responsabiliser, devenir un adulte. Et je pense que ça passe par là, ça passe par chacun. Ça passe par chacun. Mais quand on sait ça... À chaque fois que l'éducation nationale, elle me forme moi, en tant que parent ou autre, c'est vraiment la responsabilité de chacun d'aller sur Internet. On a Internet, on a des bouquins, on a des conférences comme là. Il y a de l'information de partout, au communiquer, parler entre nous. Il y a plein de sources, de ressources, en se regardant aussi, en regardant ses réactions intérieures, et ben en fait, en osant s'observer, et ben en fait, on voit des choses et on se rend compte, ah bah ouais, c'est vrai que c'est pas top là, ces genres de réactions, et on devient des adultes petit à petit. Mais je pense que tu t'en rends pas compte que là, tu fais preuve de courage et que tu as déjà dépassé des peurs. Ce petit colibri là dans mon histoire, c'est le seul à se lever, c'est le plus petit de la forêt et à se dire je vais y aller. Et tant pis si ça va pas. Et tous les autres, en fait, ils sont hypnotisés par le feu. Ils n'arrivent pas à se réveiller. Et en fait, je pense qu'il faut aussi avoir de l'indulgence envers... Moi, je suis vraiment allée dans des endroits où les parents ne savent pas, sont perdus. Et en même temps, je me rends compte qu'on a aussi des jeunes, je pense qu'il faut aussi les responsabiliser. Quand j'ai des garçons qui me disent « Madame, c'est grave de faire tomber enceinte une fille », je me dis, il y a quand même là des garçons... Non mais... L'accompagnement qu'on doit faire pour qu'ils soient bien sûr. Futurs adultes responsables. Et voilà, c'est un chemin, selon les âges, justement. J'écoutais, moi, Isabelle Filiosa, elle parlait de l'accompagnement âge par âge, parce qu'un enfant de 8 ans, c'est pas un enfant de 12 ans, c'est pas, à 16 ans, c'est plus pareil non plus, c'est pas les mêmes questions. Et l'accompagner pour qu'il devienne un adulte responsable. Ouais, mais ce qui est compliqué, c'est quand j'arrive dans une classe, la pire, c'est la 4e, parce qu'on a de tout. J'ai l'impression d'avoir du 18 et du 8 dedans. J'ai pas encore mes règles, j'ai mes règles, j'ai eu 10 000 rapports sexuels, je sais pas du tout est-ce qu'on peut tomber enceinte en embrassant, on a toutes les questions dedans, on choque du coup tout le monde. Et en fait là-dedans, il y a aussi l'adolescence typiquement, c'est des âges qui ne sont pas pareils. Et en fait, je crois que c'est aussi, on est en perte de repères. C'est comme si, vous savez, les tableaux de signalisation, ils étaient tous flous. Et même nous, on ne sait plus trop. C'est même le rapport à moi quand j'étais jeune, j'arrive même plus à faire. C'était pas comme ça. Et donc, c'est difficile aussi de prendre la suite. Et on n'a pas personne nous a donné le livret. Et donc là, ces jeunes-là, c'est aussi leur dire, parfois, on n'a pas toutes les réponses. Et je crois que c'est difficile aussi pour nous. Parfois, on ne peut pas vous protéger. Là, les réseaux, finalement, on a beau vous mettre du contrôle parental, on a des jeunes qui savent maintenant coder et faire le détour. Donc on a des parents qui nous disent, moi j'essaye vraiment, donc à part la confiance et à part l'échange et à part la responsabilité des uns et des autres, mais si ça vient par le haut, ça n'ira pas. Il faut vraiment que ça puisse être, on fait ça pour votre bien, comprenez un peu où on va, mais il faut des échanges et il faut se rejoindre, il faut comprendre pour. Mais tu as raison, on est dans une hyper responsabilisation des jeunes. Madame, je ne sais pas quoi faire comme métier, il a 8 ans. Et on est une déresponsabilisation totale de l'individu en général. C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui étais responsable. Ah bah là, je fais rien. C'est pas moi qui étais en service aujourd'hui. Oui, il est enfin en train de faire une crise cardiaque. Tu peux quand même appeler les pompiers. Enfin, vous voyez, il y a un côté pas touche. On a vu ça pour le bac. Pour. C'est passé à la télévision ou à la radio là. Quelqu'un au bac qui a fait un malaise. Ah ouais. Ça m'étonne pas. Personne ne faisait rien et l'enfant qui était à côté n'avait pas le droit d'aller. Ah ouais. Il y a eu un truc affreux, là, je sais plus quand. Mais c'est rigolo parce que dans le BAFA, on leur apprend à le surveillant de baignade, il a le droit d'avoir un orteil dans l'eau, mais pas plus. Et donc après, il nous pose la question, oui, mais du coup, si l'autre là-bas, il hurle, est-ce que j'ai le droit? Et en fait, on en arrive à le cadre de loi et la réalité. Et moi, j'ai envie de... Mais faut leur apprendre mais oui, déroger aux règles. mais complètement. Et à réfléchir. Exactement. En fait, c'est aussi la vie, et c'est pour ça que je vous dis la nature. On a le chemin, et puis en fait, tout d'un coup, il pleut, c'était prévu, et puis on va faire autrement. Et puis, et vous voyez, tout ça, il y a quelque chose, on ne les apprend plus à réfléchir, et surtout à le bon sens. Ouais. Écoutez à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça paraît OK? Ou c'est quelque chose, on me demande de le faire, là on me demande de le faire. Ouais. Mais non, enfin... Mais moi je pense que c'était déjà comme ça à notre époque. Quand on est un enfant, on nous demande de faire comme ça, on fait comme ça. Plus ou moins, je pense.
Je me rends compte quand je fais des ateliers philo, il y en a qui vont dire bah moi je fais ça parce que par exemple je leur prends l'exemple, c'est un moment sur l'illégitimité des lois sur Rousseau et je leur dis imaginez le président de la République, il interdit à tous les t-shirts roses d'habiter en France. Oh bah il est pas sympa le président, bon bah moi je pars de la France. Et il y en a vraiment qui vont te dire bah moi je reste. Je m'en fous. Enfin, tu vois, il y a une posture déjà, et là on parle de CP, mais qui vont et il y en a qui vont, quid de l'autorité, qu'est-ce que moi je pense, alors ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais c'est ça aussi, finalement, comment je crée ce MUS, c'est qu'est-ce qui me semble juste, et en fait, moi je leur parle vraiment d'une espèce de boussole intérieure, et là on parle de morale, j'ai une moralité à l'intérieur. L'exemple c'est l'anneau de Gigès, je deviens invisible, je peux tout faire, qu'est-ce que je fais? Donc là, tous les enfants, ils vont vous dire, bah moi je fais tous les interdits, et on va leur faire réfléchir, bah du coup, quid après? Pourquoi faire des interdits? Est-ce que quand tu peux tout faire, tu fais des interdits? Alors pourquoi les règles? À quoi elles existent? Ah bah quand même, finalement, si par exemple je vais observer un tel et je vais l'espionner, peut-être que lui c'est... Donc on commence à discuter, oui mais les parents, de toute façon ils nous interdisent des trucs parfois, mais pourquoi? Donc on discute de ça. La règle peut être bonne. À l'inverse. C'est du bon sens. C'est du... Alors il y a le... Quand c'est du bon sens, je veux dire. Oui, oui. Parce qu'il y a des lois. Créer ce bon sens, comment tu le travailles. Et ça, oui, c'est un apprentissage. Puisqu'en plus, d'un pays à l'autre, moi j'ai un peu voyagé, parfois on n'est pas d'accord. Vous voyez, c'est des petites choses. Comment on arrive à façonner cette idée, cette moralité? Et une petite fille avait dit dans un atelier philo, moi j'ai une morale en moi qui me dit quoi faire. Et c'est vraiment du Kant, elle nous sort à 3 ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est ça qu'on vient chercher. On ne vient pas te dire, c'est ça qu'il faut que tu penses. On vient te dire, est-ce que tu as à l'intérieur une espèce de petite conscience qui te dit, ça c'est quand même bien, ça c'est un peu... Et on va changer. Mais c'est aussi, je pense, avouer, par exemple, je parlais des agressions qu'il y a et cette tendance à... je parlais du harcèlement et du harcèlement passif. Harcèlement passif, c'est voir quelqu'un se faire harceler et ne rien faire. Et je commence parfois à dire aux jeunes, attention, on a tous potentiellement été tous harceleurs passifs. Et je reprends mon exemple chez moi, je suis dans un métro. Il arrive quelque chose, je ne sais pas ce que la peur va me faire. La peur peut paralyser. Je ne suis pas en capacité de vous dire que j'irai défendre cette personne-là. Et il y a une instite qui m'interrompt et qui me dit, bah moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense qu'on agirait tous, qu'il faut faire ça. Et je pense qu'on ne peut pas savoir, c'est aussi laisser ce champ-là de « j'aimerais bien savoir ce que j'aurais fait moi dans le régime nazi, mais je me laisse l'option de dire que peut-être que j'aurais pas pris la bonne décision parce que ma culture passe. » Et ça, je crois que c'est l'humilité justement de dire je ne suis qu'un être humain et je peux me tromper. Mais du coup demain je peux avoir raison, je peux apprendre de mon erreur. Mais dire je sais, je serai parfait, j'aurai cette attitude, c'est le danger. On s'enferme après dans une cape de super-héros. Mais vraiment, cette moralité-là, en général, c'est hyper beau, tout ce qui se joue. Et la plupart des enfants l'ont. Et puis en grandissant, il y a quand même cette envie de déroger aux règles, juste pour faire un peu chier les parents, quoi. Donc ça devient aussi un peu... C'est intéressant quand même de travailler sur cette règle et comment elle nous protège. Mais aussi comment on en déroge quand elle devient complètement s'asseoir ou se mettre debout pour prendre un café. Enfin, il y a un moment donné où, enfin, on va pas revenir dessus, mais il y avait, je repensais à ça parce que j'habitais sur le bassin d'Arcachon et c'était la plage debout. Et là, je parlais aux Vendéens de comment ils l'avaient vécu et ils me disaient, on se faisait courser du coup par les flics et quand on était sur la plage, ils étaient en surf et ils disaient revenez, revenez, vous n'avez pas le droit. Ils disaient bah du coup on restait sur notre planche jusqu'à ce qu'ils partent. Enfin, il y avait rien qui allait dans cette situation et on se dit bon, on va réfléchir 2 secondes, mais parfois autorité supérieure, on va obéir. Bon, on en reparlera dans quelques années, hein, mais il y a des choses à... J'ai une question par rapport à tout ce que vous dites. C'est comment vous faites en sorte que les enfants s'expriment? C'est une bonne question. Je pense que c'est... Je suis... Enfin, moi, je ne suis pas dans l'éducation nationale du tout, mais j'ai des petits-enfants que j'essaie d'accompagner du mieux que je peux, et je trouve que c'est pas évident. S'il y a une complicité extraordinaire... et un amour infini, bah, c'est pas du tout évident. Je pense que c'est plus facile pour moi, une fois c'est arrivé, alors je vous donne un cas extrême pour bien comprendre, mais on la connaît pas, elles étaient 3, j'avais failli annuler cette intervention. On est 3, elle est là pour nous, on lui dit tout. Et c'est là où j'ai eu viol, mutilation, enfin j'ai tout eu. Mais il y avait le côté, on la reverra jamais, on va tout balancer. Parce que, en fait, même si on avait un enseignant, ça serait pas la même chose. Du coup, il y a cette posture-là, et moi vraiment, hein, c'est l'humour. L'humour. Ah oui. Cette posture de... En fait, on va rire et je vais vraiment essayer d'arriver... Quand j'avais de la colère, par exemple, on faisait un travail sur la colère, les émotions. J'arrive et vraiment, je venais de passer une matinée, je m'étais embrouillée avec ma sœur, j'avais fait tomber mon portable, tout était cassé. J'arrive dans un état
Et donc, on parlait des émotions et du coup de la colère. Et avant de commencer, je leur dis, je suis désolée, les enfants, je suis un peu tendue. Qu'est-ce qui s'est passé, Hélène? Je me suis vraiment embrouillée avec ma sœur. Enfin voilà, j'ai beaucoup de colère. Et c'était rigolo parce que cet atelier, notamment la colère a explosé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est levé, il y a une plainte qui est tombée. Enfin, comme si moi, exprimant, ça avait aussi autorisé c'était pas si agréable. Mais le lendemain, Hélène, tu as dit pardon à ta sœur? L'atelier, quand il y a les parents, et les incites, elles vous le diront, c'est hyper difficile. Vous partez en maternelle, ils pleurent déjà plus. Arrivé que vous êtes au couloir, ils pleurent plus du tout. Donc il y a aussi ce lien à la famille. Après, on est ou pas la bonne personne, j'ai envie de dire. Et moi, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais ça marche pas. Il n'y a pas de technique, quoi, parole libre. Il y a, nous, être en joie et ne pas se forcer à aborder un sujet dans lequel on n'est vraiment pas à l'aise. Sauf s'ils me posent la question, mais je pense que j'ai quand même le droit à mon veto. Et quand je forme des gens et elles me disent, mais Hélène, comment tu fais pour parler, je sais pas, du deuil ou autre, quand toi, tu es en train de le vivre? Et je pense que quand on est, comme pour les attentats, quand on est vraiment nous-mêmes touchés, je pense qu'il faut, on est sécure, enfin, on est garant de la sécurité. Si moi, je suis pas sécure à l'intérieur, mieux vaut que je dise, je te reparlerai plus tard. Ou je vais t'envoyer vers une personne à qui tu pourras en parler. Donc il y a des thèmes sur lesquels je dois, si je me sens pas à l'aise, j'en parle pas. Par contre, il y en a d'autres, si ça me met en joie, j'y vais. Et en général, ça s'exprime sur mon visage. Mais moi, je prends des outils. Vraiment, au niveau de l'expression, parler de comment tu vas, c'est plus dur que dire comment va lui, là, dans l'histoire. Et à partir d'une histoire. C'est pour ça que la philosophie, à partir de livres de jeunesse, à partir d'images, à partir de vidéos, c'est beaucoup plus simple. Et vraiment, ça marche. Souvent, moi, je leur prends soit une anecdote, soit une citation avec les plus grands. Et c'est déjà un peu plus facile. Ou une situation. Tiens, j'ai entendu dire que... T'en penses quoi, toi? Mais il n'y a pas de recette miracle, je pense. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir touché par une émotion de tristesse quand tu parles de quelque chose et que, du coup, tu arrives à respirer et laisser passer sans que ça vienne ou... Sur les moments, en général, j'y arrive. J'ai comme une institution de... Je tiens un groupe quand même. Mais je pense qu'elle voit quand je suis touchée, je parle elle parce que c'est là où je les faisais vraiment en intimité et c'est plus livré. Quand ils sont 150, on ne va pas aborder les mêmes choses. Je peux me mettre en colère quand je sens qu'il y a l'irrespect. Mais en général, je sens que par exemple là, typiquement, c'était une jeune fille, c'était hyper touchant. Elle s'était fait violer à multiples reprises, elle prenait ça un peu à la légère, elle était en train de me faire les catalogues des positions sexuelles dans lesquelles elle était allée. Et je sais pas, je pense que j'ai été aussi façonnée par toutes les... Je peux entendre, j'ai une capacité, là où d'autres, quand je leur racontais parfois, et c'est là aussi le danger, c'est qu'on n'est pas tous capables d'entendre les mêmes choses, moi je peux l'entendre, par contre en sortant je me suis dit, Hélène, promets-toi de ne pas t'habituer à ce genre de discours. Parce que sinon tu vas être la première à banaliser ça, et on devrait tous se souvenir que c'est inadmissible et horrible, etc. Mais à force, en fait, de plus en plus, on a des enseignants qui s'habituent à un discours comme ça. On en a régulièrement, je dirais pas un tiers, mais on en a au moins un dans une classe qui a vécu des choses traumatiques. Donc, je pense que, je pense que ça serait plus touché quand elles vont pleurer entre elles. Moi, ouais, dans ce sens-là, pas le choquant. Donc le choquant, je sens que j'ai un cadre. Et là, il y en avait une qui disait, mais mes parents m'aiment pas et je m'aime pas. Et en fait, elles avaient été plusieurs à lui dire, mais t'es trop belle et ensemble. Et là, j'avais eu un peu les larmes aux yeux, mais c'était d'émotion. Et je pense me voir toucher, ça les... Enfin, j'avais dit, c'était vraiment beau, il y avait eu un beau moment, un bel échange. Donc ça peut m'arriver dans ces moments-là. Je pense qu'on reste, si j'ai un regard de marbre et de prof, alors les profs ne sont pas de marbre d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, mais si j'ai un peu cette autorité qui n'est pas touchée ou qui ne se laisse pas un peu toucher, ça ne rejoint pas mon discours. Je suis quand même là pour dire, on va prendre soin de nous et on reste humain, et je suis la première à me laisser traverser par des émotions, quoi. Ils ouvrent l'éducation sexuelle maintenant aux enfants en bas âge, très bas âge, avec des choses en fait qui sont, à notre génération, n'étaient pas entendables en fait. On a l'impression qu'ils veulent pervertir la jeunesse. C'est comme ça que moi je le vois quand j'entends ce qui se passe dans les livrets scolaires et tout ça. Est-ce que, d'un point de vue des enseignants, c'est quelque chose qui peut peut-être faire de la prévention au niveau de l'abus sexuel chez les enfants, tel que les enseignants, en fait, tel que l'éducation nationale veut laisser entendre en fait aux parents, ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de pervertir plutôt les enfants, quoi? Moi, je pense que là, on a un problème de communication. Ces programmes scolaires, la sexualité est quasiment inexistante et inexistante totalement dans les petites classes. Donc on parle d'affectivité, et là on vient parler du lien à l'amour, d'apprendre à s'aimer soi, et c'est déjà dans les programmes scolaires. J'apprends à me connaître, j'apprends à m'aimer, j'apprends à découvrir mes qualités, et en même temps j'apprends à connaître mon corps.
j'ai quand même des jeunes filles qui prennent leur douche en t-shirt, tellement elles n'aiment pas leur corps. Elles ne se regardent plus dans une glace. Donc en fait, c'est indispensable que d'ouvrir ça. Après, moi, je pense que nous, on était mieux placés en tant qu'intervenants parce qu'on écoutait une parole et on n'était pas professeur. Mais moi, aujourd'hui, j'arrive à ne plus avoir à être prise dans les établissements scolaires parce qu'en fait, il y a une méfiance et on nous dit on pervertit les enfants. Ce qui est dommage, c'est que ça interdit la porte à tout. À des personnes qui portaient des discussions, alors qu'on peut faire de la sensibilisation, on peut montrer nos outils aux gens, on peut autoriser des enseignants à être dans la classe. Et pourtant là, on me dit, Hélène, en fait, il y a trop de pression des parents, ils ne veulent pas, ils disent qu'on pervertisse et du coup, on ferme la porte. Je pense qu'il y a eu des abus. Mais je pense que globalement aujourd'hui, je vous dis, dans des petites classes, on a des jeunes qui parlent déjà, qui parlent de photos, il y en a qui ont des portables, il y a des choses qui sont vues et on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Mais globalement, c'est que de l'affectivité. Là, j'étais à Vannes et Lorient et même globalement, là, il y a le diocèse de Bretagne qui fait un boulot extraordinaire. En fait, l'éducation catholique, l'enseignement catholique fait un boulot incroyable depuis des années. Et on a l'impression que ça va être les derniers à en parler. Au niveau des outils, moi, c'est les établissements dans lesquels j'arrive. Et en fait, c'est vraiment de la connaissance de soi, du consentement et de l'apprentissage aussi du respect des uns et des autres dans son intégrité. C'est ça comment c'est entendu. J'ai une question, parce que pour les petits, les tout petits, c'est pas une question de consentement, c'est juste c'est non. Alors, c'est pas le consentement, c'est quand c'est compris. Tu peux pas le concept du consentement. Enfin, c'est pas à 3 ans que tu vas l'expliquer. Donc, pour moi, c'est non, c'est même pas oui ou non. Tu vois, c'est. Enfin, parce que moi, j'avais vu le document de l'OMS et en fait, il y avait vraiment d'apprendre. Enfin, je sais plus comment c'était tourné, mais en fait, les tout petits, c'est une question de leur apprendre quand c'est oui ou non. Mais en fait, là, juste à cet âge-là, c'est juste non. Ouais. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le consentement, on va aussi vous dire jouer avec les uns et les autres. T'as un tel qui va lever, tu vas devoir parfois verbaliser un enfant. Non, tu peux pas lui tirer dans les cheveux, c'est pas possible, il faut la respecter. Oui, mais en fait, nous, on parle sexualité. Mais c'est pas comme ça. Le concept de la sexualité, ils ne l'entendent pas, les enfants. Donc du coup, on va parler affectivité, mais on va d'abord parler consentement pour tout. Pour moi, le consentement, c'est je ne veux pas aller au cinéma, je pose un vrai non. Parce qu'après, elle envoie des photos de nus. Le consentement, il est là pour tous les jours et pour nous, chacun d'entre nous. Est-ce que j'arrive à poser un non n'importe quand? Donc la partie sexualité, elle est quasiment inexistante. Après, c'est pour ça que je vous encourage à chacun à aller voir ce qui est fait dans votre établissement scolaire, parce que les abus, ils auront lieu. Mais ce que je trouve dommage, c'est que là, on a complètement pénalisé certains. Là, pour moi, c'est le cas où politiquement, moi, je ne rentre plus dedans. Je préfère dire, on va faire une pause. Parce que nous, soit on doit se justifier. Moi, je passais mon temps à discuter l'importance d'apprendre à se connaître. Je répondais aux questions, etc. Et quand ils nous disaient autant à les emmener au Bois de Boulogne, c'est ce que vous êtes en train de faire, je me dis, on ne se rencontre plus. Donc, je fais partie des gens qu'on a dit, vous êtes là-dedans, alors qu'en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui abusent et il y en a certaines qui font du bon travail. Et c'est ça le problème. C'est que derrière l'éducation nationale, il y a plein de jambons, pas de jambons, mais de bonnes personnes. Et il y a aussi plein de gens qui peuvent potentiellement vouloir abuser. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas généraliser. Oui, derrière, je vois bien ce qui peut être entendu, je vois bien la perversion qu'on peut avoir des enfants, mais ne croyez pas qu'on a attendu ça. Hein. La perversion, vous allumez la télé, elle est là. Hein. Elle est dans les arrêts de bus, les soutifs transparents et le reste. Donc je préfère qu'on en parle maintenant et qu'on dise il y a un problème, plutôt qu'on fasse l'autruche et qu'on dise « Oh, ben ils vont être pervertis ». Ils le sont déjà. Vu ce que j'entends dans les classes, à n'importe quel âge, ils le sont déjà. Parfois, ils disent des mots qu'ils ne comprennent pas. Tu penses que ce que les mamans louves soulèvent, là, c'est pas justifié? Je pense qu'il faut faire attention à sa posture et que ça peut l'être complètement. J'ai des copines qui m'appellent en disant il est revenu de classe, il ne veut pas aller en classe aujourd'hui parce que ses copains de 4e ont eu un documentaire hyper choquant sur des ébats sexuels, etc. Il ne veut pas y aller. Abusif, totalement. Il faudrait s'interroger sur qui est cette association, qu'est-ce qui est fait. En général, c'est celle qui est planning familial ou, non, sans citer de nom, mais labellisée par l'État. Et on va dire que c'est très bien. En fait, encore une fois, c'est une question de posture. Ça se trouve, travailler au planning familial et faire des choses très bien. Pour moi, il va falloir essayer de discuter qu'est-ce qui est fait par l'école et si c'est l'enseignante, est-ce qu'elle se sent aussi? Parce que quand on a des jeunes de plus en plus qui ont vécu des attouchements, allez porter ça quand même quand vous êtes un site et que vous voyez les parents après. Parce que les enfants, ils vous livrent des trucs qu'ils n'attendent pas, ça. Hein. Moi, ma mère, on lui a déjà dit, on vous livre une violence, je vous interdis d'aller dénoncer. Trop administratif et ne faites pas de vagues. Donc elle a dû appeler anonymement
On en est là parfois. Alors, je parlais, c'est pas raison, mais ça arrive plein de fois où on interdit à des enseignants d'aller dire quelque chose parce que... Qui est-ce qui interdit ? La hiérarchie. La hiérarchie, là c'était dans un CMP, donc ça peut être un directeur, ça peut être parce que pression, parce que ce parent, t'imagines si on fait ça, on ferme les yeux. Là aussi, c'est le libre arbitre. Et c'est grave. Mais la personne qui sait, oui. Elle a son libre arbitre, mais quand elle propre décision. Bien sûr. Mais elle est obligée de le faire en mode enfin, il y a tout un processus parce que derrière, les enseignants sont interdits d'aller contacter en leur propre nom. Il faut qu'ils le fassent au nom de leur hiérarchie. Ça aussi, c'est problématique. Il y a tout un système derrière. Donc, elle peut aller le faire, mais en son nom propre et de manière à dénoncer, etc. Encore une fois, d'habitude, on arrive à œuvrer ensemble. Mais il y a quand même une question vraiment là de comment on entoure cette violence qui est faite aux enfants, la pédocriminalité et tout ce qui se joue là quand on s'adresse, quand on regarde l'ASE et les problématiques qu'ils ont. En fait, on est complètement dépassé. C'est-à-dire que des violences et des viols envers les enfants, il y en a de plus en plus. Donc, ils sont dans les classes. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et on parle de tous jeunes enfants. Et du coup, c'est des jeunes enfants qui, et moi on me le rapporte, qui n'ont pas de conscience du tout de leur corps et il y a de l'exhibitionniste à 3 ans dans certaines classes. Comment on fait ? Comment elle gère une enseignante avec ça ? Et donc, c'est pour ça que la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait nous ? Sauf que ça vient d'en haut, on pond un truc et en fait tout le monde... J'ai l'exemple justement d'un petit garçon qui a répété, je crois qu'il a fait ce qu'on lui a demandé, donc il a montré son zizi, un petit, dans la classe. Et j'étais surprise, je connais la maman, et en fait, elle m'a dit, bah oui, un permis à points. Et en fait, voilà, il a un point en moins parce qu'il a montré son zizi. Et en fait, je me dis, mais purée, mais... quand il a plus de points. Ouais, comme quoi, il y a plein de choses peut-être à revoir, peut-être plutôt lui expliquer. Et vraiment, il y avait comme une forme de... Enfin, elle lui a parlé de manière vraiment rigide en lui disant « mais c'est interdit de faire ça, tu ne dois pas faire ça, machin ». Et avec le permis à points, je pense que ce serait intéressant de remettre de la... Ben justement, commencer à en faire un futur adulte responsable en lui expliquant tout simplement. En fait, moi, c'est pas faire ça. C'est ça. C'est que derrière, en fait, ça demande... En fait, c'est un fait. Oui, oui. C'est une réalité. Oui. Et dans l'école où j'habite, enfin, voilà, dans des écoles, il y a la violence verbale de professeurs envers les petits. Complètement. Et les petits, quand ils rentrent à la maison, on les voit, ils sont tout électriques, ils sont pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et il y a aussi cette difficulté-là que, en fait, ils peuvent se passer des choses dans la cellule d'école, et quand ils sont petits, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et en fait, c'est problématique parce que les parents, ils sont démunis après, le soir. Voilà. Il y a des choses qui peuvent se savoir aussi longtemps après. Ça peut être aussi le harcèlement. Ça peut être à la maternelle des enfants qui harcèlent un enfant. Et en fait, on le sait au bout de 6 mois parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'info. Et c'est en ça que... Alors ça peut être décourageant parce qu'en fait, en effet, on identifie des comportements et on se dit c'est pas possible que ça ait encore lieu aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler qu'il y a des personnes qui œuvrent et qui font du bon dans les 2 cas. Et moi, je vous jure que ça soit... Parce que si on finit par écouter tout le monde, c'est la catastrophe dans les familles, c'est la catastrophe dans l'école, c'est la catastrophe au navire politique et on va tous mourir. Donc, je voulais pas... Non, c'est pas du tout ce que je... Focus sur le négatif. Je voudrais justement, pour moi, l'important, c'est que chaque personne se responsabilise. Bien sûr. C'est pas... Parce que si à chaque fois, on monte le doigt sur cette fameuse prof qui hurle à l'école et puis personne ne dit rien et puis allez, on va mettre la cloche un peu là-dessus, et puis voilà, tant que les parents ils n'en parlent pas, c'est bon. Mais on n'en finit plus, en fait. Moi, je pense que même les parents, ils devraient se responsabiliser, parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas parler, il y en a qui n'osent pas dire. Moi, si j'y vais, par exemple, je vais la secouer, la prof, je suis tellement énervée. Mais justement, vois à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait que... essaie de trouver la force en toi pour lui parler calmement à la professeure et dire voilà, je sais comment vous vous comportez vis-à-vis des enfants, et juste je veux créer un contact avec vous, un lien, je veux pas être dans le conflit avec vous, j'aimerais juste qu'on trouve une solution pour que nos enfants ils baignent pas dans les cris, les hurlements. Le pire, en fait, ce que je vais te dire, c'est que tu pourras trouver la meilleure posture et avoir vraiment, en plus, t'être dit, tu as un parent qui prend son courage et tu pourras peut-être avoir un mur en face.
Oui, eh ben oui, tout à fait, c'est possible. Mais en tout cas, il aurait eu à l'intérieur le courage de l'avoir fait. Oui, bien sûr. Et il sait très bien qu'il a eu la volonté de faire en sorte que son enfant soit entendu, défendu. Mais voilà, c'est ça, c'est se responsabiliser. Si aucun parent ne fait rien, si aucun parent n'ose parler à cette personne, il n'y aura pas le changement. Alors, le changement, c'est ça. Elle n'aura pas eu le recul aussi, elle, parce que personne n'en parle, donc elle peut continuer. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment des petits pas individuels. Et je me dis, on est tous en train de faire ces petits pas. Moi, je dis toujours le PPPP, le plus petit pas possible. N'allons pas vouloir arranger complètement l'école nationale, l'éducation nationale, parce que dans ce cas-là, on meurt. Enfin, autant mourir, quoi. Attendons qu'elle change. Non, on va faire le plus petit pas possible. C'est quoi? J'ai dit un mois une instite, et peut-être ça lui a fait prendre conscience d'un truc. Et souvent, vraiment, du coup, j'ai pendant 2 ans accompagné les enseignants. Je suis allée décortiquer un peu des mécanismes, et je me rends compte c'est lunaire. C'est-à-dire que c'est des gens déjà, quand je vous dis qu'elle pleure parce qu'elle doit recevoir une qualité. Donc, en plus, elle a été hyper bienveillante, cette directrice, pas du tout. Mais on se dit qu'il y a tout un schéma, et c'est des gens qu'on a... Enfin voilà, c'est compliqué l'éducation qu'ils ont reçue, il y aurait tout un travail à faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et que ce n'est pas urgent. Ça veut dire que si on veut avancer, je pense qu'il va commencer quand même à falloir co-construire ensemble, quitte à dire cette personne, on ne parle pas la même langue. On va plus falloir qu'on fonctionne ensemble parce que sinon, en effet, on va s'énerver et ça n'aboutira à rien. Mais il y a quand même à un moment donné où il faut se rendre compte qu'il y a des choses évidentes pour certaines et d'autres pas du tout. Et on l'a vu dans plein de moments, on regarde l'autre, on dit mais là tu vois le problème, là non, pour certains ils voient pas. Vraiment. Et je crois aussi que c'est effrayant de voir je pense que les enseignants ont affaire à des cas qui les dépassent complètement. Et pour en avoir vu un petit peu, en fait, on se dit, mais eux, ils sont perdus, ils ne sont pas accompagnés, en fait. Il faut être formé, il faut être pédopsychiatre, il faut être sauveteur en mer, en fait, ils ont des cas, moi, je me souviens, en fait, même au niveau maladie et au niveau l'inclusion, on se demande s'ils avaient plus de bien que de mal, parce qu'en fait, l'enseignant a dû accompagner des handicaps qu'elle ne maîtrisait pas et que les enfants entre eux, ça pouvait parfois faire l'inverse. Vous voyez, ça dépend du handicap, ça dépend de l'enfant. Mais on a parfois mis en danger ces enseignants-là et aujourd'hui, je ne pense plus qu'ils soient en mesure de prendre en charge en sécurité les enfants. À 30, vu les enfants qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a trop de mal-être de l'enseignant, mais aussi des élèves. Donc en fait, c'est une question un peu là mais aussi de société. Quand on se voit les bouchons à la sortie il y a de plus en plus d'accidents, mais parce qu'on est de plus en plus énervé, quoi. Il y a des heures de pointe. Et puis les devoirs le soir, parce qu'en fait, pour moi, c'est un aveu d'échec de l'éducation nationale. Parce que si c'est vraiment efficace, ça devrait suffire la journée. Si nous, on a à travailler le soir, c'est peut-être que... voilà, c'est pas assez efficace. Mais franchement, il faut voir ce livre, ce film, et si on levait les yeux. Et donc, on est allé regarder ce truc-là, et lui, il travaille, donc, encore une fois, selon où on est, pas la même chose, donc dans le 19e à Paris. Et il dit, le problème des devoirs qui ont été supprimés, c'est que nous, les jeunes qu'on a, du coup, ils rentrent, c'est écran. Plus du tout d'échange, et du coup il n'y a plus rien du tout. Il dit nous on a un problématique là au niveau des devoirs, c'est-à-dire que normalement c'était un temps d'échange avec le parent. Donc encore une fois, il y a comment c'est entendu. Il y a les jeunes qui arrivent en seconde et qui vont se mutiler tellement ils sont stressés parce qu'ils n'arrivent pas à finir leurs devoirs et ils ne savent pas comment faire, et en fait ils sont tellement stressés, et voilà. Et on a des 3 ans qui ont encore d'autres devoirs à faire. Enfin, tu vois, il y a des choses aberrantes, mais on a aussi là où les devoirs étaient relais, était lien et était apprentissage à la maison, là où ils avaient du mal. Encore une fois, c'est comme les réseaux, je ne suis pas contre. C'est comme l'intelligence artificielle, je ne suis pas contre. Il y a tout à essayer de remodeler et essayer de voir comment on fait, comme je vous disais. J'ai commencé par dire, je suis allée visiter les académies de France et je vous jure, je n'ai pas pu tenir le même discours. Tu vois, par rapport à la question que je te posais, comment on fait, on provoque le contact et la parole avec un enfant. Moi, je trouve que les devoirs, justement, sont un moyen magnifique de savoir ce qui s'est passé, comment c'est passé, pourquoi il apprend ça, comment ça a été introduit, bien sûr. C'est du lien. C'est un truc à partir duquel on part et qui fait le relais entre l'école et la maison. Donc, moi, je les revendique, personnellement. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je me dis ça peut l'être, comme aussi ça peut être autre chose. Bien sûr. Ça peut être l'enfant, il peut tout simplement vouloir passer un moment, un jeu de société. Ça crée vraiment du lien. Oui, mais tu ne fais pas le lien avec l'école. Tu ne fais pas le lien avec l'école. Là, c'est le... Non, par rapport aux devoirs, on parle des devoirs. Hein.
les devoirs permettent de faire le lien avec l'école et d'ouvrir la parole de l'enfant sur ce qui s'est passé à l'école. Et éventuellement dire, la maîtresse n'était pas gentille, et puis il y a ce devoir et j'aime pas. Quand on est tous à table, c'est le moment où on fait le point. Vous faites, mais c'est là aussi, c'est la prise de conscience. Mais là, lui, il est vraiment dans une école du 19e et il parle de femmes, ils savent pas faire. C'est pas forcément malveillant, mais il y a vraiment pas de lien et il décrit vraiment des scènes. Ils sont tous avec leur portable et ils se parlent pas. Il dit, moi, depuis qu'il y a interdiction des devoirs, je l'ai vu sur le niveau des élèves et sur l'attention des élèves. C'est des élèves qui ne racontent rien. Ouais. Mais ça veut dire que la journée, ils font quoi alors du coup? Si le niveau, il n'est pas... Mais en fait, lui, il te dira, mais en fait, on n'a plus d'enfants, nous. Ils n'ont plus d'attention parce qu'ils ont les réseaux à la maison. Ils font quoi là dans les maisons? Pourquoi ils nous envoient des jeunes qui ne savent pas se concentrer plus de 2 secondes? Et il me dit, mais moi, je vois l'attention de mes élèves, je suis en train de répéter et de re-répéter. Donc en fait, on est en train de se renvoyer la balle. C'est ça, c'est 2 problèmes en fait. C'est les mêmes. Ça pourrait être une journée en fait riche, où vraiment on peut apprendre, on s'enrichit. Et le soir aussi, on peut se laisser dans... c'est vraiment se responsabiliser, j'en reviens toujours à ça. C'est les parents et tout le monde devrait, les adultes je veux dire, bien encadrer et accompagner les enfants pour qu'ils deviennent responsables. Et c'est-à-dire le soir, ça peut être en effet aller revoir ce qui a été vu, ça peut être travailler les mathématiques peut-être si la journée, il n'y a pas eu assez, mais ça peut être aussi des moments de vie tout simplement et des moments de rien. Et je pense que... Et des moments où on se regarde un film aussi. Mais ça, il y a des parents qui ont besoin de l'entendre et qui ont besoin de dire, alors montrez-moi. Et en fait, de plus en plus, il y a des parents qui le disent, aidez-nous. Vous emmenez, prendre conscience du temps des réseaux, vous nous donnez ça. Il y a des parents qui remercient pour des choses qui nous paraissent évidentes. Et en fait, c'est ça. Ça devrait... Comment on fait du coup pour l'emmener, pour le réaliser? Ce monde de demain, là, que toi, tu dis, et en fait, je pense qu'on est tous d'accord, ça devrait être ça. On devrait se responsabiliser, on devrait fonctionner ensemble et on devrait avoir du temps à la maison, puisque tout aura été fait et que l'école aura été un moment en plus super ludique, donc il n'y aura pas besoin à revenir. Là, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'école, on ne peut plus faire notre boulot, parce que les élèves arrivent, par exemple, ils disaient, il suffit qu'il ait regardé un écran le matin, il y a 70% de l'attention de l'élève qui a disparu. Donc en fait, le matin, là où normalement on les a et ils sont captés, on n'a plus du tout les mêmes élèves. Donc les enseignants vous diront, là on aurait des enseignants dans la salle, ils diraient mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec vos enfants? Vous faites quoi à la maison? Donc si on n'arrive pas à rétablir des ponts, à voir comment en fait, œuvrons auprès des parents, œuvrons auprès des enseignants, œuvrons auprès des jeunes comme on peut en disant bien, c'est pas moi Hélène qui ai les clés. Je peux pas changer. Je peux essayer d'apporter ma graine et encore je sais même pas si elle va germer. Et si elle germera, je sais pas dans combien de temps. Je peux dire ce que j'ai vu. Je peux dire ce qu'on m'a rapporté qui a marché dans un certain contexte. Mais attention, il faut absolument, parce qu'en fait là, je suis sûre qu'on a différentes manières de faire et qu'elles iront et que vous avez échoué, que vous avez fait mieux, etc. Par contre, en effet, il y a vraiment le saisissons-nous d'un problème pour mettre en place le renouveau. Il est déjà là de toute façon. Mais il y en a qui ne veulent pas le bien des enfants. On est tous rassemblés ici pour se dire on a envie. Et revenons toujours à ça. On a envie du bien des enfants et c'est ça qui nous importe. Peu importe notre posture et peu importe où on est dans la société. Du coup, faisons ensemble à notre échelle. Mais ça va prendre du temps. Mais quoi et comment? Parce qu'on n'a pas tous votre phrasé, vous avez réponse à tout. Alors, moi, c'est mon métier que de transmettre à l'oral. Mais peut-être que ça va être une affiche dans le métro. Peut-être que ça va être un message que vous allez envoyer à quelqu'un. Peut-être. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte de notre pouvoir individuel. Vraiment qui est minime. Moi, mes jeunes, quand je les vois, ils me disent parfois « Mais madame, moi j'ai vu une fois quelqu'un dans la rue, un monsieur qui en a aidé un autre, ça m'a trop touchée. » Ils n'ont pas pensé à transmettre le meilleur à un enfant en étant, en fait. Comment j'incarne, moi, ce que je suis en train de dire. Et il y a des moments où vous allez me voir à ma voiture et je n'ai pas du tout incarné ce que je vais dire. Mais je crois que c'est en faisant et en le disant qu'on va essayer d'aller vers du mieux. Et on va faire ce qu'on peut. Dernière question, parce que je crois qu'après, il faut... On approche des 21h et il y a des gens qui devraient partir après. J'allais dire, il y a une question qui me traverse l'esprit. Qu'en France ou dans certains pays, il arrive que les élèves peuvent noter leurs professeurs sur différents critères. Il y a les classes inversées qui ouvrent maintenant. Donc dans les En fait, dans les compétences psychosociales, en fait, on explique que la posture change. Et donc, quand on met les élèves en situation de maître, et donc c'est eux qui apprennent, c'est génial. Et donc, de plus en plus de collèges et de lycées, et surtout dans les grandes classes, mais ça se met en place. Et donc, ils vont apprendre quelque chose. Et c'est les enseignants, du coup, qui vont être là et apprendre. Donc, ils doivent vraiment trouver un talent qu'ils ont.
Donc déjà, première recherche. Et ça peut être sur les réseaux, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être... Et c'est eux qui vont apprendre, donc ils vont se rendre compte que expliquer quelque chose à quelqu'un, en général, les enseignants jouent le jeu. Alors, je ne sais pas s'ils le notent, mais il y a vraiment... classe inversée, vraiment, on change la posture et ça, c'est génial. Et là, par exemple, de plus en plus, moi, on m'appelle pour des projets comme on va faire Incroyable Talent. On va trouver des talents, on va les mettre et donc quand les profs s'y prêtent aussi, c'est génial. Quand les profs vont aussi faire partie d'un projet sur les émotions, c'est génial. C'est en fait faire ensemble et pas faire juste l'enseignant, mais... un côté un peu ludique. Je le dis, l'apprentissage. Mais c'est vrai que parfois, ils nous disent, mais on n'a pas de matos, nous. Donc on fait même des livres jeunesse, je vous ai dit philosophie avec les livres, heureusement qu'il y a les médiathèques et qu'on peut les emprunter, mais parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà, le ludique c'est évident, mais surtout casser la posture dans l'apprentissage de vous, par exemple rien que mettre des binômes, un collégien avec un CE2 par exemple, peu importe, mais montrer que en fait là il va... Et j'avais des enseignants qui disaient mais il n'arrêtait pas de parler, d'écouter, d'être hyper désagréable. Je l'ai emmené avec moi dans une classe de BTS, donc il était lui 3e et avec des grands, et lui qui maîtrisait tout en anglais, il s'est retrouvé dans une classe où il allait quand même devoir comprendre que, et puis s'il était meilleur, comment il allait le faire avec d'autres, changer ces postures-là avec des jeunes qui parfois aussi peuvent résister, soit les mettre en posture de je sais, je vais transmettre, et ça c'est les meilleurs, et on dit qu'un enfant apprend mieux d'un père, pas d'un père mère, mais d'un père, P-A-I-R. Et en fait vous mettez deux enfants à peu près du même âge, si je dis Hélène elle a réussi sa vie, ou si je dis, regarde Joachim, ta copine, elle a réussi, c'est plus important pour lui parce qu'il ne peut plus s'identifier à sa copine. Vous voyez? Donc, les faire se rencontrer entre eux et montrer des exemples de réussite entre eux aussi, c'est important. L'entraide. Et l'apprentissage mutuel, les binômes dans les classes, de plus en plus, ils font des travails de groupe, les binômes, oui, ça, c'est vachement bien. Les différentes méthodes d'apprentissage, heureusement, ça... Mais par contre, on parlait de philosophie tout à l'heure, dans les écoles, ils sont encore à leur donner des sujets philosophiques de printemps qui ne sont pas du tout... aujourd'hui, il y a plein de philosophes qui ont écrit des choses magnifiques, plus modernes. Ça pourrait leur donner plus envie de... Oui, en même temps, je ne sais pas si vous connaissez Marie Robert qui a fait Philosophie Sexy. Elle est prof de philo au lycée et elle vous témoigne je pense qu'elle est incroyable comme prof. Et en fait, elle échange et elle fait des podcasts sur la philosophie, elle fait des ateliers aussi le matin. Et en fait, elle dit, elle a des élèves avec qui elle fait de la philo, elle les prépare au bac. Et je pense que même derrière une question, qu'est-ce que la vérité? Si on a eu un bon prof toute l'année, on arrive à trouver... Parce que je me rends compte que c'est vraiment quand même les questions, à quoi ça sert de vivre, madame, puisqu'on meurt à la fin? Moi, c'est des questions qui me donnent, c'est-à-dire des questions philosophiques. Et c'est un peu le banal. Pourquoi dire la vérité alors que je peux mentir et ne pas dire à mes parents? Finalement, la question reste hyper générale. Par contre, c'est nos références et ce qu'on va attendre. Et là, ça restera la problématique de l'éducation nationale. Mais selon les professeurs et selon la posture qu'on a, on ne va pas lire la copie de la même manière. Comment elle s'appelle, cette dame? Marie Robert. Robert. Ouais. Philosophie Sexy, ça s'appelle. Donc, elle a un podcast et elle a écrit plusieurs livres aussi. Elle est prof et elle a monté des écoles Montessori à Paris notamment, d'inspiration Montessori, je crois. En tout cas, elle a fait des écoles et vous voyez, et elle, son but, c'est vraiment de transmettre un peu tout ce qu'on s'est dit, mais à son niveau. Donc elle est enseignante et elle le fait, mais elle s'entoure de parents. Ouais, et franchement, c'est des réflexions hyper intéressantes. Mais bon, comme tout, la philo est intéressante, toujours pareil, comment on l'enseigne, quoi. Comment on la transmet. Peut-être Hélène, que tu fais des interventions une fois par mois. Oui. Une chaîne YouTube. Donc dans la chaîne YouTube d'Imagine, on s'est dit allez, si je prenais le micro une fois par mois et j'essaie de répondre à une question d'ado ou un mot d'ado. Donc sur YouTube, on peut les voir en replay. Là, on a fait comment préparer la rentrée. Quid des rituels, le fait d'en parler, parce que la rentrée, ça peut être vraiment la phobie scolaire, par exemple, c'est vraiment un mot d'époque aussi, on a peur d'aller à l'école, donc comment on prépare et on ouvre ces espaces pour en parler. La relation aux émotions, la relation aussi à la posture d'adulte, et donc on va en avoir régulièrement comme ça pour... En fait, le but, c'est toujours pareil, je constate des choses, tout le monde ne peut pas venir avec moi dans une classe, je vous dis ce que je constate. Je ne dis pas ce que sont les réponses selon chacun des enfants et des jeunes, mais je me dis, au moins, moi, c'est ma goutte d'eau. Je vous partage ce que je vois, je vous émets des hypothèses et des propositions de rituels et j'imagine qu'entre nous, on s'apporte aussi. Parfois, il y a des personnes qui posent des questions et ça nous aide aussi à mieux comprendre la jeunesse et peut-être à être plus équipés. Parce que nous, je pense qu'au quotidien, il faut qu'on s'aiguille. Il y en a, ils vont me dire, tiens, je vais me renseigner sur la pornographie, je vais me faire relais auprès de ma famille, je vais en parler, je vais sensibiliser. D'autres, ça va être sur l'intelligence artificielle. Et heureusement qu'on est chacun intéressé par des choses différentes.
Bon, l'intelligence artificielle ou les jeux vidéo, ils sont toujours en train de m'expliquer la vie, moi, les jeunes, parce que je suis à côté de la plaque, quoi. Non, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont passionnés. Mon compagnon, là, il me dit non, mais je connais ce qu'ils ont dit, donc lui, il pourrait répondre, quoi. Mais moi, je suis à côté, quoi. Sinon, moi, j'ai l'école du Nouveau Monde, donc c'est vraiment mon compte Insta où je parle de l'école du Nouveau Monde. Et mon site, c'est atelierdes1000sens.com. Et dedans, en fait, j'ai vraiment fait un catalogue aussi d'interventions pour les établissements scolaires. Et j'ai essayé de développer, grâce à l'intelligence artificielle, une plateforme dédiée à la santé mentale des jeunes. L'IA m'a pondu un code que j'ai réaménagé, comme quoi on peut faire des trucs incroyables. Donc je fais toute une sensibilisation sur les maux d'ado, la santé mentale, et j'essaie de vous donner les questions. C'est ce qui va se passer dans mon livre, donc avec un podcast. Et en plus, il y a cette plateforme d'aide à la santé mentale. Donc il y a beaucoup de choses, donc je remettrai tout, on pourra vous envoyer un email après. Merci à tous. Merci.